Alors, je sais pas si on va en parler, mais il n'y a pas une. Si on va parler de la bourse, parce que j'ai eu une actu sur la bourse et l'investissement de l'or, là. On verra. Parce On que vu que verra. la dernière fois, je me suis fait moquer. Parce que quand j'ai dit que ça dépendait de la quantité d'or des pays, Hmm. l'argent qu'ils avaient. Oui, Ah, alors, oh, le con. je me suis moqué et j'ai dit une connerie après. J'ai dit, bah non, depuis Bretton Woods, ça existe plus. Alors que non. Non mais c'est bien, on a fait les recherches. Du coup j'ai regardé aussi. Et c'est pas depuis Bretton Woods, Non. c'est depuis 71. Mais on en On parlera. en parlera probablement. Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis. Et non, on s'engueule pas. Hello, bonjour tout le monde. Salut, salut. Salut Mathieu. Ça va? Je t'ai dit ça va? Je faisais le générique. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Est-ce que ça va? J'étais pas prêt. Bah là, j'ai plus d'argent. Ah, Ok. mais c'est quoi l'argent? Ah non, trop tôt. Ah ouais. Trop tôt. Bonjour Poulpe. Oh là. Voilà. Ah, ça, t'en as demandé la modération, il enchaîne. Hein. Là, t'as parlé trop longtemps, tu t'es fait cuter par la musique des Oscars. Et salut Laurent, salut. Ça va bien, je te remercie de Salut. me demander aussi. Bah ouais, ça va. Hein. Enfin, on a parlé de tous les trucs qui se passent dans nos vies avant de parler de ce podcast. Donc, on va dire ça va, quoi, en gros. Voilà. Ça va, nos personnages publics vont bien. C'est vrai qu'on pourrait faire genre vraiment comment ça va, tu vois. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les auditeurs? Les élèves me demandent si ça va au début du cours. Ouais. Et je réponds toujours oui. Et je me suis demandé s'il fallait que je réponde non de temps en temps. Mais en fait, quand Ouais. tu réponds non, c'est tout un truc socialement, je trouve. La plupart des gens s'attendent à ce que tu dis oui. Et si tu dis non, tu leur imposes un truc en mode ah, il faut qu'ils te posent la question, tu vois. Ah ben pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Et puis après, il faut qu'ils fassent un air. Ah, ouais. Alors soit il y en a, tu vas leur raconter un truc et machin chouette, tu vas dire pourquoi ça va pas. Et là, ils vont te sortir une espèce de phrase d'une sagesse incommensurable et ça va changer ta vie. Et tu es en mode mais oui, mais c'est exactement ça et tout. Mais autrement, souvent, ils savent pas quoi répondre, tu vois. Donc, Donc c'est plus simple de dire Ouais. oui, ça va. c'est ça. Je voulais vous poser une Ça question, du coup. C'est quoi la monnaie? C'est quoi? Parce que c'est de ça qu'on va parler. Sans transition. Ah, ça fait longtemps que tu veux parler de ce sujet de mort, hein. Ouais. C'est parce que c'est déjà revenu, quoi. C'est quand qu'on a parlé de ça? Bah, C'était il y a 2 épisodes. ouais, le Hmm. truc sur C'était l'Union Européenne. Il y a 3 épisodes. C'était il y a 3 épisodes. Tu sais que moi, la monnaie, ça m'inquiète énormément parce que plus j'ai regardé, moi j'ai compris ce que c'était. Mais du coup, c'est quoi pour toi de façon basique? J'ai l'impression que c'est un contrat social. Ça, tu fais déjà une abstraction pour moi. Ouais. Non, mais alors, moi, je fais le rôle du con comme d'habitude. Ouais. Pour moi, la monnaie, c'est ce qui permettait, quand je voulais acheter un cheval, de pas avoir à donner 200 poules. Ouais. Ouais, voilà. Donc, Voilà. oui, donc ça a une forme matérielle. Dans ma compréhension basique de l'économie, avant, on avait chacun des possessions et on s'échangeait des possessions matérielles. J'ai des poules, t'as des œufs. Non, ça paraît peu probable. Mauvais exemple. C'est donc toi qui me voles mes œufs depuis le début. Et je sais faire une maison, tu sais faire à manger, faut que tu sais faire le jardin. Tu me donnes des légumes, je vais te construire ta maison. Donc il y avait cet échange équivalent, comme diraient nos amis alchimistes. Et il y a un moment, c'était plus possible. Et donc il a fallu passer par un middleman, un truc au milieu qu'on a appelé monnaie, ou argent d'ailleurs, je crois que c'est pas la même chose quand on parle de l'argent et qu'on parle de la monnaie. L'argent, Ouais, pour moi, c'est le truc familier. Le terme familier pour dire monnaie. Perso, j'ai pas vu de différence Ok. entre argent et monnaie. D'accord. Et puis ton histoire de truc de avant c'était le troc et maintenant c'est la monnaie. Tu vois, je suis pas convaincu, hein, mais bon, j'ai pas trop cherché ça là-dessus. Parce que la monnaie c'est quand même super vieux, hein. C'est peut-être la raison pour laquelle l'écriture a été inventée, tu vois. Parce que les premières écritures Ah oui, c'est vrai. c'était des écritures comptables. Il me semble que ouais, le plus vieux texte qu'on a trouvé, c'est un espèce de reçu, quoi. Enfin, Ouais. ça compte des marchandises. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, Mathieu, pour toi, c'est quoi la monnaie? C'est vrai que moi, naïvement, c'est un peu comme Poulpe, quoi. C'est-à-dire que c'est la monnaie d'échange, c'est ce qui permet de passer, en fait, du troc au truc supérieur. Moi, je doute pas de ça, en fait. J'ai pas l'impression de douter de l'origine que pour échanger entre des poules et des haricots, il fallait un truc entre les deux et que ça s'est fait naturellement et qu'on on a voulu faire ça. J'ai pas de souci. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la monnaie, c'est bien plus que ça. Ouais. Ça a acquis, en fait, des trucs qui ont dépassé cette fonction. Ça a été créé vraiment pour ça, en fait. Ouais. Et en fait, un peu par inadvertance, il y a un marchand qui s'est dit attends, c'est le bordel, je sais pas quoi faire. Oh là là, bah attends, je te file du sel et puis je fais du sel. Ah, puis tout le monde veut du sel. Attends, c'est pratique si je fais du sel, si à la place d'échange des canards, j'échange du sel. Et ça s'est fait au fur et à mesure et tout le monde s'est mis à faire du sel. Et
au fur et à mesure des siècles et des millénaires, ça s'est développé tout seul en fait. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, il y a des effets de bord que personne n'avait prévus, qui aujourd'hui ont des effets très importants en fait sur notre société. Vous allez déjà assez loin, quoi. Parce que pour moi, la monnaie, vraiment, si je demande à un enfant c'est quoi la monnaie, il va me dire, bah, c'est des pièces, quoi. C'est des billets. Il y a un côté matériel au truc. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Tout ce qui est papier, pièces et tout. Redis-le sans accent bizarre. La monnaie fiduciaire. Alors, je suis pas d'accord. Attendez les gars, on s'engueule pas. Vas-y, pêche. C'est pas ça la monnaie fiduciaire? Non, la monnaie fiduciaire, en fait, c'est une monnaie justement qui n'a pas de valeur intrinsèque. Donc les pièces, on sait pas de la monnaie fiduciaire. Si c'est une pièce en argent, par exemple, la livre sterling, c'était une livre d'argent. Ouais. Donc ça valait son pesant en argent. Pesant d'argent, ouais. Et donc ça, c'est pas une monnaie fiduciaire. Alors que quand tu as un billet d'$1, il vaut pas du tout le papier qui fait partie. Et c'est ça la monnaie fiduciaire. Oui, alors actuellement, non, mais si, c'est une bonne nuance, ouais. le dollar, c'est pas fait en papier, c'est fait en coton. Ouais, c'est vrai. Et il y a qu'une entreprise aux États-Unis qui l'a fait d'ailleurs, qui produit ce coton-là spécialement pour la monnaie. On nous a demandé de faire des recherches. Maintenant. Moi aussi, j'ai des fun facts. Et le dollar, ça vient d'où, le nom? Ah, je sais pas. Ah, j'ai pas vu ça. God damn. En fait, ça vient d'une vieille monnaie germanique qui s'appelait le thaler. D'accord. Je l'ai lu. Tu sais, il y a eu plein de monnaies. Et ce truc-là est resté parce qu'apparemment, dans cette région, vous avez fait des pièces de bonne qualité. Et c'est resté comme nom pendant longtemps. Ah. Et avec, ça s'est transmis. Et avec l'accent, c'est devenu dollar. Ça vient d'une pièce germanique. Voilà. Moi aussi, j'ai fait des recherches. Et tu Ah sais non, pourquoi il y a des petites indentations sur le côté des pièces? Ah non, Parce qu'avant, il coupait le tour des pièces. Oui, comme ça, oui, il j'ai revendait vu une ça. partie des pièces. Et du coup, avec les indentations, ça permet de vérifier que la pièce est entière. Ouais, j'ai lu ça. Ouais. Ah, c'est pour ça, oui, parce que j'ai vu ça. C'était en Angleterre, au 18e siècle, ils faisaient ça. Ils râpaient les bouts Oui, des pièces. Ouais, où ils coupaient des poinçons, même carrément. Ouais. Non, mais en fait, c'est fascinant d'ailleurs. C'est tout un montage de falsification, contre-falsification pour arriver à des trucs aujourd'hui. On sait bien que les billets, c'est vachement secure et tout. J'ai regardé un truc d'Arte, l'incroyable histoire de l'argent, je crois. 4 épisodes d'1 heure. Génial. J'ai regardé que le dernier parce que Ah bon. je voulais parler un peu de monnaie fiduciaire, tu vois. Donc c'est pour ça que Il a fait plus de recherches que moi. Ouais, non, mais c'est pas mal ta nuance. La monnaie fiduciaire, oui, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Oui. C'est vrai que moi, je vais plus parler de la monnaie, qu'est-ce que c'est maintenant, quoi. C'est cool qu'on parle de trucs historiques et tout, mais l'autre versant de la monnaie, donc il y a la monnaie fiduciaire, il y a un autre versant, c'est la monnaie scripturale. C'est typiquement la monnaie qu'il y a sur ton compte en banque. Oui, c'est ça, ouais. C'est un chiffre qui est inscrit quelque part, quoi. Alors. Ouais, vas-y, il va encore m'emmerder. Non, Ouais, tu nous as demandé de faire des recherches. Non, je voulais dire que t'as raison. Ouais. C'est grave. En fait, c'est grave. j'ai ouvert le truc pour pas dire de conneries. Donc c'est bien en fait la monnaie fiduciaire, c'est bien de la monnaie physique. Ah, T'as raison. Il arrive pas à lire son écriture alors que c'est une note informatique. J'ai eu un petit, Il y a eu un petit coup. il y a eu une petite coupure. Ah, il y a eu des petites coupures. Coupure. Et d'ailleurs, fiduciaire, en fait, ça vient du latin fiducia, qui veut dire confiance. Oui, mais c'est là où je voulais en venir, merci de spoiler. Mais... Oh merde! Ah, je suis désolé, je t'ai tout niqué. Vas-y, continue. Voilà. Non, il y a l'autre versant, c'est la monnaie scripturale, où c'est encore plus, vaporeux, quoi, parce que c'est vraiment juste un chiffre qui est inscrit quelque part. C'est ça qui représente plus de 90% de la monnaie qui circule aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est même pas les billets et les pièces. Non, mais c'est bien ce que tu dis, fiduciaire, oui, ça vient de fiducia, en latin, qui veut dire confiance. Ah, j'ai une question pour toi. Ouais. Alors, en plus, parce que con, c'est avec, confiance, ça doit être... Bref, vas-y. Ah ouais, fiance, fiduciant, fiant. Ok, Eh oui, confiance, c'est... avec la confiance. Ouais, ah ouais, pas mal. On devrait faire un podcast sur l'étymologie. Alors, Mais sachant qu'on est nul, tu vois. alors qu'on est très bons économistes, donc ça c'est bon, on peut faire un podcast sur la Ouais, vous monnaie. allez voir, on gère. En fait, qu'est-ce que tu considères comme de la monnaie? Parce que, ok, on a les espèces, ok, ça c'est bon. Ouais. On a les pièces, les billets, c'est de la monnaie safe. Les chiffres qu'il y a sur ton compte en banque, c'est donc de la monnaie. C'est de la monnaie scripturale. Ouais. On va dire monnaie et argent parce que moi j'avais quand même lu que la monnaie est la représentation physique de l'argent. Ah oui, d'accord. Ok, On va ok. dire les deux, nous, de manière indiscriminée. Mais alors, est-ce que, par exemple, des actions, c'est de la monnaie? Non, Ben- c'est un titre, une action. Tu détiens la Ouais, mais part justement. de quelque chose. Ben oui, est-ce que c'est pas de la monnaie? Les bons du trésor, par exemple, Non, pour moi, c'est pas de la monnaie, ça. qui sont en gros des actions. Pour moi, c'est C'est pas de la c'est monnaie. des titres, ça. D'accord. Et la dette. Oui? Oh, bah, la dette, oui, bah, on va y venir. Est-ce que c'est de la monnaie, la dette? La dette, c'est de l'argent que... Que t'as pas. C'est de l'argent que t'as pas, ouais. Mais du coup, monnaie. c'est de l'argent. Voilà, on s'y perd. C'est fin. C'est ça. Moi, c'est ça que je Ok. trouve fou. C'est qu'à partir du moment où tu t'endettes, tu dépenses de l'argent que tu n'as pas.
Oui. Oui, et oui. que tu promets d'avoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vas payer de l'argent en plus en fonction d'à quel point les gens qui t'ont prêté de l'argent te font confiance pour avoir cet argent. Et moins ils ont confiance, plus ils vont te demander de l'argent. Ça n'a Ouais. aucun sens. Oui, mais ça n'a. Bah, du coup, bah oui, fiducia. Tu disais, la monnaie Eh fiduciaire, oui. c'est pas une monnaie qui a une valeur intrinsèque. Et pourtant, bah, avec ta monnaie fiduciaire, tu peux acheter un cheval, comme disait Poulpe. Alors, Mhm. comment ça se fait que tu peux acheter un cheval avec un truc qui n'a pas de valeur intrinsèque? C'est le contrat social, quoi. Enfin, C'est contrat social. Oui, voilà, c'est C'est que la- tout le monde fait confiance, en fait. Tout le monde C'est ça. sait que, avec cette monnaie, il va pouvoir acheter autre chose. Ça va marcher. Mm. Elle sera acceptée. C'est-à-dire que si toi tu l'acceptes, tu sais que tu pourras la donner à quelqu'un qui va l'accepter. Ouais, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, là, tout le monde doit faire confiance. Oui. Justement, lors de la crise de 29, un des trucs qui fait précipiter le bordel, c'est que plus personne n'a confiance. Mais la crise de 2008, pareil. Quand plus personne n'a confiance, c'est le bordel. Il y a même l'argument de Theodore Roosevelt avec le New Deal pour sortir de la crise de 29. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, il a raison. Un des trucs qu'il veut faire, c'est réinstaurer la confiance dans le dollar. Ouais, non mais voilà. C'est fou. Et j'ai une autre définition d'ailleurs pour la monnaie, je sais pas ce que vous en dites. Que une monnaie en fait, le dollar et l'euro c'est des monnaies différentes. Oui, c'est Mm. des... Tout ça c'est de l'argent, c'est peut-être ça C'est aussi des la devises, non c'est des pas devises. Ouais, c'est ça. différence. Bah, devises et monnaie, j'ai l'impression que c'est pareil. Alors, moi, ce que j'ai lu, Mm. c'est que monnaie, c'est celle de ton pays. Et une devise, c'est une monnaie étrangère, Ah. en fait. Ah d'accord, ok. Bref, Définition. définition de la monnaie, pour que ça soit une monnaie, il faut 3 attributs. Un, c'est un instrument d'échange universel. Donc comme tu disais, je peux échanger mon canard contre de la monnaie, je peux échanger les radios Ah oui. contre de la monnaie, je peux échanger... Universel, oui, dans le sens. Une peinture, quoi. Je peux tout échanger contre ça, en fait. C'est-à-dire que tout est échangeable, tout ce qui a de la valeur est échangeable contre de la monnaie. 2, c'est une unité de mesure. Donc ça permet de définir qu'est-ce qui a plus et moins de valeur. Une banane, ça, c'est 1 euro. Ouais, c'est une banane chère, mais... Belle banane. Une poule. 1 kilo de pommes, c'est 2 euros. Et une maison, c'est 300 000 euros. Voilà. Et donc c'est l'unité de mesure qui permet d'évaluer la différence de valeur entre les marchandises ou les services. Et le 3e, c'est une réserve de valeur. Ça veut dire que quand tu gardes ton argent, si je l'utilise pas, il garde sa valeur. Ah oui. Parce que par exemple, si on utilise le sel comme monnaie, le sel, ce serait une monnaie qui n'est pas fiduciaire, parce qu'en fait, il a une valeur intrinsèque. Le sel, c'est pas que de la monnaie. Aujourd'hui, on a des monnaies qui n'ont pas de valeur intrinsèque. Un billet de banque, ça sert à rien d'autre qu'à échanger. Mais le sel, ça pourrait servir à autre chose. Mais par exemple, si on voulait utiliser des bananes comme monnaie, ça marcherait pas parce qu'elle a périme. Mais Ah oui. faut que ce soit inerte, quoi. Voilà. On pourrait utiliser du miel. On pourrait utiliser du miel. Oui, alors on pourrait utiliser du miel ou de la confiture. Les gens ont essayé et après ils se sont dit ouais, mais en fait l'argent c'est mieux. L'or c'est bien. Ah mais le miel, C'est bien. fameusement, le seul aliment imputrescible. En Mésopotamie, en moins 4000, il y a eu une civilisation qui pendant 50 ans utilisait le miel Ouais. et plus de Ils se civilisation. sont C'est dit, fini. Enterré. c'est pas pratique, en fait. C'était nul. Fin de la civilisation. Ouais, moi déjà je trouve ça fou d'ailleurs qu'on arrive ensuite à attribuer de la valeur aux choses. Je suis toujours perplexe de la décorrélation. Et alors est-ce que c'est la société moderne? Est-ce que ça a toujours été le cas? Je ne sais pas. Mais il y a une décorrélation entre la valeur des choses et leur prix. Qu'est-ce que t'appelles valeur? Parce que... Alors, si tu veux partir sur la valeur, moi je peux te parler de Marx, pour qui la valeur bah oui, ça va être ne vient que du travail. 3, 2, Pour lui, la valeur, Point Marx. la valeur, c'est uniquement le travail. C'est-à-dire que si tu as des fruits qui poussent à un arbre, Oh, le français de cette phrase. ce qui leur donne de la valeur, c'est le fait qu'il y ait Sur un quelqu'un arbre. qui les décroche et qui les fout dans des cagettes et qui aille les vendre au marché, quoi, tu vois. C'est parce qu'il y a un travail humain derrière, tu vois. C'est ça qui donne de la valeur. Autrement, il dit, il y a que, enfin pour lui, c'est vraiment sa théorie, c'est il y a que le travail qui donne de la valeur. Le fait de transformer les produits, Ouais. c'est ça qui leur donne une valeur. Et donc, ce qui va à l'encontre de ce qui existait avant des économistes classiques, enfin, c'est Adam Smith. Ouais. La valeur d'un produit, c'est ce que les gens sont prêts à payer pour, en fait. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Bah oui. Ce qui n'est pas la même chose que Marx. Marx se pose en opposition à ça. On est d'accord, hein? Ouais, je pense. Je dis pas des conneries. Tu parles du marché, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un marché, Ouais. et voilà, le prix, donc la valeur, parce que je vois pas ta différence entre... C'est quoi que tu veux dire d'ailleurs, la différence entre le prix et la valeur? Parce que... Je pense que c'était dans le sens du coût de revient, peut-être, que je disais valeur. Eh oui. Je pensais au lait. Le fait de travailler pour traire des vaches et collecter du lait et ensuite l'envoyer dans une coopérative, et tu te retrouves à avoir dépensé plus d'argent pour collecter ce lait que ce qu'il va te rapporter. Et du coup, le prix du lait
ne correspond pas à la valeur de toutes ces composantes, plus le travail qu'on a mis dedans. Mais t'as fait exprès. Non. C'est pas possible. Tu l'as très bien illustré parce que justement, là, on voit les deux trucs de valeur, les deux écoles, comme on impose de la valeur à une marchandise. Le prix que tu as là, il est défini par le marché, d'accord ? Et donc, selon la théorie du... je sais pas comment. D'ailleurs, comment on appelle ça ? Eh ben, l'offre et la demande. Oui, L'offre et la demande. c'est ça. Ouais. La valeur de cette marchandise, c'est ce que les gens sont prêts à payer. Oui, sauf que Donc, c'est pas les gens. à payer que ça. Ouais. Et voilà, c'est le marché. C'est pas les gens, c'est les marchés qui sont... Oui. Et oui. Alors, absolument pas libres et absolument pas non faussés, puisque tu as des grandes entreprises qui ont des monopoles et qui imposent... Oui, c'est vrai. Tu vois. Parce que pour revenir à Marx, il dit la valeur ça vient du travail. C'est qu'il faut que ce travail en fait puisse assurer la reproduction matérielle du travailleur. En gros, qu'il puisse vivre quoi, qu'il puisse manger, qu'il puisse se vêtir, qu'il puisse se loger, etc. En principe, son travail devrait lui donner ça. Mais dans le monde actuel, quand tu parlais des agriculteurs, c'est pas le cas. Leur travail n'est pas rémunéré à la valeur en fait, parce que la valeur devrait pouvoir leur assurer la reproduction matérielle. C'est ça. Mais t'as raison, Laurent, parce que selon Adam Smith, qui est le premier, si je ne m'abuse, à avoir posé cette idée de une marchandise est sur le marché, et en fait, le marché va fluctuer et lui donner sa valeur bien, mais c'est précisé dans un marché libre et non faussé. On peut se dire qu'aujourd'hui, les marchés sont faussés, et donc cette théorie ne s'applique pas bien. Ouais. Ce qu'on voit avec l'exemple du lait. Parce qu'en fait, c'est les centrales d'achat qui tirent les prix vers le bas parce qu'elles ont le monopole. Oui, c'est ça. Et donc ça c'est un truc faussé. Alors, on pourrait s'interroger sur est-ce que... Là, on part direct en tangente, mais est-ce que c'est pas naïf de la part de Adam Smith de se dire un marché non faussé ? Est-ce qu'il peut y avoir un marché non faussé ? Est-ce qu'un marché libre tend à être non faussé ? Moi, je pense que... Mais alors, là, on va tout de suite, on va vite en besogne. Mais, parce que je voulais parler, justement, ça fait partie de la théorie économique. Dans la théorie économique, comment dire, il y a deux écoles, en fait. Mais il y en a une dont on parle très peu. Il y a ce qu'on appelle les orthodoxes et il y a les hétérodoxes. Ceux dont on parle très peu, c'est les hétérodoxes. Parce que la théorie économique est dominée par ceux qu'on appelle les orthodoxes, qui sont en fait des héritiers de la théorie classique, d'Adam Smith, tout ça. Alors, Adam Smith, c'est fin 18e, d'après le graphique que tu avais envoyé. Ouais, et tu vois, Marx, c'est clairement le type qui s'oppose à Adam Smith, quoi. Marx, il arrive 60 ans après, en gros. Adam Smith, c'est ce qu'on appelle un classique, et Marx va s'opposer à ça. Ce qu'on appelle les orthodoxes, c'est avant tout souvent des gens qui sont inspirés de la théorie classique. Alors, il y a plein d'écoles, et ça se... divise en branches, etc., évidemment, avec le temps, etc. Voilà, il y a ce parti pris que l'économie est une science. Et moi, c'est en préparant ce podcast, j'ai trouvé ça excellent à quel point on raccrochait les wagons avec le podcast précédent. Parce que l'opposition entre orthodoxes et hétérodoxes, c'est que les orthodoxes pensent que l'économie, c'est une science dure, c'est-à-dire ils pensent qu'il y a des lois de l'économie, et les théories, faut les corriger parce que des fois ça marche pas, et du coup tu vas créer une nouvelle théorie et machin. Mais globalement, il y a des lois. Des lois universelles, quoi. Ouais, Des espèces de lois qui régissent ça de la même façon que la gravité, quoi. Ouais, c'est ça. D'où le truc de les marchés libres et non faussés, ce genre de choses. Et les hétérodoxes, eux, sont en mode... Bah non, l'économie, c'est une science sociale, vu que c'est une entreprise humaine. Et donc, on n'est pas du tout dans le même champ. On est dans un champ qui dépend vachement de trucs irrationnels, en fait. Et on peut pas en tirer des lois... universel parce que c'est toujours socialement, historiquement situé, quoi. Ce que t'appelles irrationnel, c'est ça, c'est que c'est plutôt ça dépend de facteurs humains, du contexte socio-matériel et culturel. Ah ça, j'avais pas vu. D'accord, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça la différence entre orthodoxe et hétérodoxe. Oui. Mais je comprends pas comment on peut penser que l'économie, c'est une science dure. Eh ben moi non plus. Mais il y en a énormément qui pensent ça, et c'est les théories dominantes, c'est ça. Et c'est, pour moi, c'est absurde, mais essayons de comprendre. Est-ce que c'est une façon de justifier son oppression en se disant je fais partie de la classe bourgeoise et donc je vais dire que c'est l'ordre naturel alors qu'en fait il y en a pas? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une vraie réflexion raisonnée, qu'il y a juste des gens qui se trompent malgré leur haut niveau de connaissance? Bah en fait c'est difficile je trouve de juger toute une discipline, mais les trucs d'économie que j'ai lus, je trouve de ma petite personne, je trouve ça absurde des fois, parce que par exemple ils parlent de théorie et ils disent toute chose étant égale par ailleurs.
Tu vois, c'est en préalable d'énoncer une théorie et disent toute chose étant égale par ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Tu vois? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah c'est un peu comme les physiciens avec on est dans un vide sans frottement, tu vois. Pour moi c'est ça. Oui, c'est pour parler d'une vache, on va considérer une sphère. Ah oui, d'accord. C'est histoire. J'évacue le réel pour pouvoir établir ma théorie dans un vide parfait, quoi. Bah, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Parce que pour moi, il y a rien qui est égal et par ailleurs, Par quoi, ailleurs. tu vois. On part déjà d'un truc pas égal, quoi, tu vois. Et il y a un autre truc, c'est l'homo economicus. C'est-à-dire, l'homo economicus, c'est un sujet, c'est un être humain, mais on le prend comme un sujet rationnel qui va toujours faire des choix rationnels. Il va toujours essayer de maximiser son profit, il va toujours essayer, tu vois, de maximiser la rentabilité. Ce que tu veux dire, c'est que les acteurs économiques sont considérés comme en fait des espèces de robots, quoi. Ouais. Prédictible. Qui réagissent pas en fonction de leurs émotions. Non, on évacue les affects. On évacue les émotions. Enfin, c'est une caricature. Mais C'est une caricature parce que... ça Non, c'est une caricature parce qu'il y a des écoles qui prennent les affects et tout en compte, tu vois. Évidemment, c'est pas aussi simple. Oui, parce qu'il me semble que ça a l'air d'être acquis, le fait que quand t'as une annonce, quand il y a Trump qui dit qu'il va envahir l'Iran, les cours de pétrole bondissent parce que les gens pensent que ça va arriver. Ouais, d'ailleurs, la bourse, pour moi, c'est que de l'affect. Hein. Oui. On pense que ça va augmenter, donc on achète. Et donc ça augmente. C'est que des prophéties autoréalisatrices pour moi. On se dit que l'économie, ça va être merdique, et du coup, on vend. Et du coup, l'économie est merdique. Pour moi, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment chelou. Mais ça me permet de revenir à ce dont je voulais parler, sur la monnaie. On est d'accord que c'est une espèce de fiction totale. Une fiction. Une fiction dans le sens, c'est une construction humaine. Ça n'a pas une réalité matérielle, quoi, tu vois. En tout cas, dans la monnaie actuelle. Mais même dans toutes les monnaies. Oui, mais pas si on parle du miel en Mésopotamie. Ouais, c'est le fameux miel de Mésopotamie. Bah, c'est une fiction. En fait, j'ai du mal. Moi aussi, j'ai eu l'impression, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où t'as l'impression que tout le monde se fait un clin d'œil parce que tout le monde est d'accord, mais que tout le monde sait que ça n'existe pas, mais il faut quand même qu'on continue de dire. C'est un peu le Père Noël. Mais en même temps, j'ai du mal à me dire que c'est une fiction parce que c'est un tel levier sur le monde et sur la vie des gens et sur la santé. Enfin, il y a des gens qui meurent quand il y a des crises financières. Ah oui, mais c'est une fiction extrêmement puissante. Ouais, et du coup, c'est vrai que le terme fiction me paraît un peu réducteur comparé à la puissance de ce que c'est que la monnaie. C'est une croyance, en fait. Oui, c'est ça. C'est une croyance très très ancrée, quoi. En fait, c'est la croyance que le billet de 100 € que j'ai dans la poche... J'ai pas beaucoup de billets de 100 € dans la poche. Le billet de 5 € que j'ai dans la poche, demain... C'est un podcast de gauche, quand même. Demain, il va te payer un latte. Et demain, il va me payer une demi-pinte, parce que, bordel, c'est devenu beaucoup trop cher, là. La valeur de la pinte. Non, mais 10 balles on parle. La valeur de la pinte. Donc, mon billet de 10 €, je crois que demain, il va me payer une pinte. Voilà. Mais en fait, mais quand il y a une crise, ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a besoin d'une brouette. Il y a eu des moments dans l'histoire. En Allemagne, oui, il y a eu des moments, par exemple. En Allemagne, après la Première Guerre mondiale, avec l'hyperinflation, où justement, la monnaie perdait de valeur tellement vite que tu as acheté, justement. Moi, l'inflation, je comprends pas. Ah bah, on va en parler. C'était une tentative de transition, bande de nuls. Mais je pense que pour parler d'inflation, faut parler de qui crée la monnaie. L'inflation, déjà, ça veut dire l'augmentation des prix. Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, je trouve ça fou qu'on ait un mot pour dire l'augmentation des prix. Bref. Ok. Mais en économie, on a plein de mots compliqués pour dire des trucs. Oui, mais c'est un mot que les gens utilisent, tu vois. Mais je trouve que ça cache un peu le vrai sens de ce que c'est que l'inflation. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils voient l'inflation comme quelque chose qui arrive dans la société, alors qu'on est aussi dans le cadre d'une prophétie autoréalisatrice. Puisque, imaginons un organisme central qui est spécialisé dans tout ce qui est question d'argent, qu'on pourrait définir juste après, dit, l'année prochaine, l'inflation sera de 10%. Du coup, les gens qui entendent ça et qui font confiance à cet organisme central, par exemple les patrons, ils vont dire, ah ouais, si l'inflation est de 10% l'année prochaine, je vais monter mes prix de 10%. Oui. Et du coup, les salariés qui entendent l'inflation vont dire, attends, nous, on va négocier des salaires avec une augmentation de 10% pour compenser l'inflation. Et donc, tout le monde monte de 10% parce qu'il y a un connard à la BCE qui l'a dit. Et, l'inflation est de 10%. Mais pourquoi il y a de l'inflation ? Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Ça peut être un mécanisme d'inflation, mais il n'y a pas que ça.
Alors, quels sont les autres Voilà, c'est mécanismes ça. d'inflation? Ouais. Merci. Comme on a vu, par exemple, au moment de la guerre en Ukraine, il y a eu un truc facile, qui est l'Ukraine était premier exportateur mondial de blé. Le blé, ça sert à plein de trucs. C'est exporté partout. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, ça a été beaucoup plus dur d'accéder à une grosse partie de la réserve mondiale de blé. Donc, qui dit plus dur d'accéder, dit plus cher d'y accéder, ce qui fait que les cours du blé ont monté, ce qui est normal parce qu'en fait, le prix que tu payes pour le transport a augmenté de manière très très forte en un très très peu de temps. Donc, comme le blé est utilisé partout, ça veut Tout dire ce que qui tous dépend les du blé produits monte. qui sont dérivés du blé, eh ben, ils ont tous augmenté les prix. Et comme tout le monde mange de ça, donc tout le monde doit avoir plus d'argent pour se nourrir à la fin du mois, donc tout le monde a envie d'augmenter ses salaires, et voilà, effet domino, qui fait que c'était l'inflation dans le sens où en fait les prix sont tous montés. Enfin là, dans ce cas-là, en fait, c'est parce qu'il y a un gros tas d'un truc super important, avec une grosse nécessité dans la société qui a monté. Et c'est le même principe avec le pétrole. Comme l'économie entière dépend du pétrole, parce que tous les moyens de transportation quasiment dépendent du pétrole, si le pétrole monte, le prix de tout Oui, augmente. bah, le prix de tout, parce que le pétrole, c'est utilisé pratiquement partout pour produire, quoi. Donc, c'est pour ça que ça augmente. Mais oui, il y avait aussi eu le gaz russe. Au début de la Voilà. guerre en Ukraine, on choisit de faire des sanctions contre la Russie, donc on prend plus leur gaz. Du coup, ça devient plus difficile de s'approprier du gaz, et du coup, le prix du gaz augmente, donc le prix de l'énergie augmente. L'énergie, c'est un truc, on en a besoin partout pour produire, et du coup, ça impacte les prix, et donc ça provoque de l'inflation aussi, quoi. L'effet domino à ce moment-là, c'était ça aussi, c'était que comme le gaz est devenu plus cher, les gens se sont dit « Ah ben, je vais arrêter d'utiliser du gaz, parce que c'est trop cher, je vais utiliser du charbon. » Mais du coup, il y a beaucoup plus de gens qui veulent utiliser du charbon, du coup le prix du charbon monte aussi, Ouais. etc., etc. Du coup le prix du pétrole monte aussi, et du coup tous les prix sont montés. Oui, mais en plus, parce que là, ce que vous décrivez, c'est très tangible et terre à terre, mais j'ai l'impression qu'en plus, la manière dont est organisée l'économie, c'est que les acteurs du marché et de la bourse font varier les prix de manière instantanée sur des choses qui soit n'ont pas encore eu lieu, soit n'impactent pas encore réellement les ressources. Oui, C'est le problème de la spéculation, ouais. Parce qu'on a des réserves de blé d'avance, qu'on a déjà payées, ou même le pétrole. Je sais pas si vous êtes renseigné, le marché du pétrole, c'est incroyable. Si j'ai bien compris, il y a des acteurs qui achètent du pétrole et qui vendent des promesses de vente. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre les fabricants de pétrole et les consommateurs de pétrole. Et il y a des connards au milieu qui disent « Moi, je vais te vendre telle quantité de pétrole à tel argent. » Et ensuite, ils attendent pour l'acheter quand eux, ça les arrange. Et oui. Et oui. Tu vois ? Et suivant, s'ils n'y arrivent pas, à faire de la rentabilité, ça va perturber les marchés. Parce que du coup, ils vont perdre de l'argent et donc ils vont acheter moins de pétrole. Et au-dessus de tout ça, il y a des gens qui parient sur le fait que le cours de l'action va monter ou va descendre, et donc qui ont intérêt à ensuite influencer la manière dont les prix bougent, parce que ça va leur apporter de l'argent. Le système financier actuel est fait pour que tu puisses parier sur tout. C'est ça. Parier même sur des trucs qui se cassent la gueule. Et tu vas gagner de l'argent parce que t'as bien prévu que le truc allait se casser la gueule. Oui, on appelle des swaps, des trucs comme ça. C'est les shorts, c'est l'histoire de The Big Short. The Big Short, excellent film pour comprendre le système financier. Hein. Ah ouais, incroyable. Et oui, et d'ailleurs, il y a ce que tu étais en train de dire avec le truc qui parie, c'est dans The Big Short, il explique bien. Il parie sur la crise des subprimes, une des plus grosses crises mondiales. Mais l'explication de ce moment avec Selena Gomez à la table de Blackjack, en gros, elle mise sur cette table de Blackjack qu'elle va gagner, mais après, il y a quelqu'un qui mise sur le fait qu'elle va gagner, et après, il y a quelqu'un qui mise sur le fait que l'autre personne va gagner le pari sur le fait qu'elle va gagner, et que c'est comme ça que ça se... et qu'à chaque fois, le risque est plus grand. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le marché dérivé. C'est-à-dire, c'est que des trucs qui sont dérivés de l'économie réelle. Et en valeur, donc en valeur monétaire, c'est... Je sais plus combien, mais peut-être, genre, je ne sais pas le chiffre, mais c'est peut-être 1 millier de fois supérieur au marché, à l'économie réelle, quoi, tu vois. Et tout ça, c'est du vent, hein. Enfin, c'est pas du vent, parce qu'il y a vraiment des gens qui gagnent de l'argent, mais... Ou qu'en perdent, ouais. Les effets de bord qu'on disait au début, c'est ça, quoi. Mais ça n'a aucun impact. Enfin, si, ça impacte négativement l'économie réelle. C'est fou. Et ça ne produit rien. Mais c'est un truc de fou. Et ça, c'est dingue. C'est ça. Parce que à la base, si t'enlèves tous les produits dérivés, tout ça, c'est qu'en fait, je pense que c'est hyper compliqué. Mais quelque part, si tu suis une logique d'investissement hyper basique, quand on parlait du blé à la suite de la guerre en Ukraine, en fait, les actions, c'est juste des investissements. Un investissement, c'est juste un pari sur l'avenir, en disant, je t'ai prêté de l'argent, quelque part, si on en revient à la base. Je te donne de l'argent et j'espère que tu me le redonnes. Que tu fructifies. En fait, je te prête de l'argent et j'espère que tu vas me le rendre. Et pour le risque que je prends,
ce service en fait de risque que je prends, tu me le payes en intérêt. C'est pour ça que tu dois me payer plus cher. À la base, c'est ça. Et les premières bourses, il me semble, un des endroits où le capitalisme s'est cristallisé, c'était aux Pays-Bas pendant la période de la colonisation. T'imagines que tu mets un bateau, d'accord? Il y a un bateau qui part à l'autre bout du monde pour aller chercher des épices et les ramener. On est au XVIe siècle, les mers, c'est compliqué. Donc la chance que le bateau revienne, et que c'est quand même pas gros. Par contre, s'il revient... Jackpot. Donc tu donnes de l'argent, si le bateau revient, jackpot. Mais si le bateau revient pas... À perte. Et donc ils se disent, au bout d'un moment, les marchands, au lieu que chaque marchand paye un bateau, et c'est des matins. Si on est 10 marchands, qu'on prend chacun un dixième de 10 bateaux, on répartit le risque. Donc on a chacun un dixième de chaque bateau, d'accord? Et donc il y a 2 bateaux qui reviennent pas, ou il y a 5 bateaux qui reviennent pas, j'en sais rien. Mais avec le profit que les 5 autres ont fait, on fait tous le profit. Et donc, c'est ça la logique. Ah oui, c'est intéressant. Plutôt que miser sur un bateau, tu mises un dixième sur 10 bateaux, et du coup, tu répartis le risque. T'as plus de chances de gagner. Tu répartis les risques, et ça marche avec cette histoire de bateau, parce que les risques sont très grands. Ça correspond vachement bien à ce qui se passe aujourd'hui avec des actions. Le risque est très gros, que le bateau ne revienne pas. Par contre, s'il revient, c'est jackpot. Donc ça vaut le coup de répartir le risque. Parce que effectivement, s'il n'y a que la moitié des bateaux qui reviennent, tu gagnes quand même plus que ta mise. Même si tu as perdu la moitié de la mise. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu encore plus pervers, puisque j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est les bateaux qui misent sur les autres bateaux. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus juste des marchands, c'est que c'est des bateaux qui partent et qu'ils ont tout intérêt à ce que les autres reviennent, mais qu'ils reviennent aussi parce que les autres ont misé sur eux. Et finalement, tous les fonds d'investissement, ils possèdent des parts des autres fonds d'investissement, et tout le monde est tellement interconnecté que, de toute façon, au bout d'un moment, c'est plus de la confiance, c'est que s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et du coup, on se retrouve à devoir sauver les banques. C'est-à-dire que soit, s'il y a une banque qui fait faillite, il faut que les États, la finance, la sauvent à perte. Sinon, l'économie mondiale chute. Ouais, c'est le too big to fail. Comme on en parlait dans la crise de 2008, c'était ça. Too big to fail, il a fallu sauver les banques, quoi. Mais alors, parce qu'il y a une partie, j'allais dire, de gestion publique et une partie de gestion privée dans l'argent. À quel moment, en fait, l'État ne contrôle plus son argent? À quel moment l'État contrôle son argent? Comment on fait pour contrôler la quantité d'argent qu'on émet? Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, si tu possèdes plus ton argent... Qui émet l'argent? Pour moi, c'était l'État, mais... Non. C'est pas l'État qui émet son propre argent. Non. Super. Et alors... C'est une banque, alors. Oui, mais alors moi, avant, je me disais c'est la banque centrale. Mais c'est même pas la banque centrale. C'est les banques privées qui créent l'argent. Mais non. Si. C'est les banques privées qui créent l'argent parce que, en fait, quand t'es prête à quelqu'un, c'est pas en mode je te prête de l'argent que j'ai. C'est je crée de l'argent. Mais vraiment, j'inscris un numéro et je crée, 1 million. Mais de quel droit? C'est de l'argent qui n'existait pas. Ils ont le droit. C'est leur prérogative, elles ont le droit. C'est encadré par la loi. Ce qui est encadré, en fait, c'est qu'il faut qu'ils aient une réserve équivalente au pourcentage de ce qui est prêt. Mais c'est ridicule, hein. En Europe, c'est 1%. 1%. Donc elles ont le droit de prêter 100 fois leur réserve. Oui, ce que je veux dire, c'est que demain, nous, on peut pas faire ça. Pour pouvoir faire ça, il faut quand même qu'on ait une licence de banque. Enfin, ça sert. Ouais, c'est un organisme reconnu par l'État. D'accord. Il faut quand même. Enfin, c'est pas n'importe qui peut être une banque du jour au lendemain quand même. C'est un pouvoir bien spécifique qui est attribué à certaines banques. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des banques qui peuvent pas faire ça. Ou pour être une banque, il faut être capable de faire ça. C'est la définition d'une banque. Et par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui des néobanques, là, quand tu as des applications mobiles, c'est ça que je pensais, des Revolut, ils appellent ça. C'est pas des banques. D'ailleurs, tout de suite, un segment sponsorisé par Revolut. Avec Revolut, je peux voyager sans payer de. Mais non, mais Revolut, par exemple, ou tout ça, c'est des. Comment on appelle ça? C'est des. Des banques en ligne? Tout ça, néobanques, banques en ligne, machin. Mais c'est pas les noms officiels, ça c'est juste parce qu'ils veulent essayer de mettre le mot banque sans que ça soit vraiment une banque. Et en fait, c'est des instruments de paiement. C'est pas des instruments, c'est des agences de paiement, quoi. En gros, ils gèrent que des paiements. Parce qu'en fait, une banque doit pouvoir te donner un prêt. Et souvent, sur ces trucs-là, tu peux pas avoir de prêt. Bref, je connais beaucoup trop parce que j'ai bossé pour le service client d'une banque comme ça pendant 6 mois. Ok, c'est vrai. Toute cette science. Ok, donc les banques privées, reconnues quand même par les États. Je peux vous raconter une anecdote historique que j'ai vue sur le documentaire d'Arte qui représente bien le début des banques. Vas-y. Comment ça a commencé cette affaire? Enfin, selon Arte, parce que j'ai vu plusieurs trucs. Mais eux, c'est les orfèvres à Londres, où on est au moment où les pièces, c'est de l'or et de l'argent.
Et il y a un moment donné où les gens, ils ont pas envie de garder leurs pièces avec eux parce que c'est beaucoup trop précieux. Eh oui. Et en fait, les orfèvres, ils ont l'habitude de garder les métaux rares, donc ils ont des coffres qui sont secure parce qu'ils ont l'habitude d'avoir de l'or. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, ah bah attends, est-ce que je peux te laisser mes pièces? D'accord? Et du coup, l'orfèvre te dit, bah ouais, vas-y, et je te fais un reçu, comme quoi t'as bien déposé 10 pièces. Ah ouais. Et hop, banque. D'ailleurs, et ce reçu-là, c'est ce qui, plus tard, en Europe, se transforme en billet, en fait. Parce que tu dois pouvoir dépenser ton reçu en disant, bah oui. Voilà, exactement. Les gens se sont mis à échanger les reçus, parce que le reçu était au porteur. D'ailleurs, tu l'as sur les billets de banque, c'est payé au porteur. En fait, ce que tu as dans la main, quand tu as un billet de 50 euros, c'est un reçu de la banque qui n'est pas nominal. Il est payé au Eh oui. porteur. C'est celui qui l'a. Ah, payé au porteur. Eh, Oui, c'est pas il nominatif, est c'est payé au celui qui le porteur. porte qui possède la valeur. Voilà. Mais donc, d'accord. revenons aux orfèvres. Oui. Donc, les orfèvres, c'est 17e siècle. Londonien. Donc déjà, les gens commencent à se filer les reçus comme monnaie, et donc c'est l'apparition en Europe des billets, alors qu'en Chine, ça fait longtemps que ça existe, Ouais. très longtemps que ça existe, la monnaie papier. Mais non seulement ensuite, les orfèvres se sont dit, mais attends, si je fais un reçu pour 10 euros, pour 10 pièces d'or, que j'ai pas, mais comme on s'échange les reçus, vas-y, je mets en circulation des reçus, je vais payer avec un reçu que j'ai pas. L'orfèvre, Oui. qui va devenir une banque, la Ouais, banque. ouais. Ouais, il se dit, Au je peux début. filer un reçu. Je peux filer un reçu Oui, voilà. sans avoir eu les pièces d'or. Ouais. Ouais. Habile. Voilà. Le système commence à marcher comme ça, donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et donc c'est là où à un moment donné, le système s'effondre, parce que quand il y a quelqu'un qui retourne à l'orfèvre et qui dit, ah ben voilà, c'est mon reçu, file-moi mes 10 pièces d'or. Mm. Ok, l'orfèvre donne les 10 pièces d'or. Sauf qu'il a émis plus de reçus qu'il a de pièces d'or. Eh oui. Et à un moment donné, il y en a un qui arrive, qui veut ses pièces d'or, il n'y a plus les pièces d'or dans le coffre. Du coup, il y a quelqu'un qui dit, ah mais mon billet, la confiance qu'il y a dans mon reçu n'existe plus. Panique. Du coup, je le dis à mon voisin Ouais. va chercher ses pièces d'or Mais il y en pour a vérifier plus. qu'elles sont là. Mais il y en a plus, Ce monsieur. qu'on appelle un bank run. Et voilà, la confiance s'effondre. Ah. Et du coup, le marché s'effondre. Et du coup, moi, boulanger, je dis, t'es reçu, là, j'en veux plus de t'es reçu. Exactement. Ouais. Et en fait, mais c'est exactement ce qui s'est... On est con, hein. Ça, c'est au 17e siècle, mais en 2008, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. C'est pour ça qu'il est mis en application une nouvelle règle qui dit que t'as pas le droit de faire ça. Il faut que tu puisses avoir l'or pour backup tes reçus. Mais pas tout. Une Pas partie, à- ouais. pas à Alors, au 100%. début, tout. Au début, tout, et au fur et à mesure, on doit parier que Ouais. tout le monde ne le fera pas, et... Maintenant, c'est 15%, je crois. Mais si on revient sur les accords de Bretton Woods, et avant, ce qui se passait avant, les Talon Wars, aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, il y a bien cette règle, quand la Fed, la Banque fédérale, est créée, qui est la Banque centrale des États-Unis, la règle existe que chaque dollar est échangeable en or, et ça vient de ça, hein, Ouais. pour avoir la confiance, justement, avec toutes les expériences qu'il y a eu d'hyperinflation, parce que là, ce que je te raconte dans le quartier des Orfèvres à Londres, ça s'est placé de plein de façons différentes, à plein d'endroits dans le monde, de la même façon. Et les gens, ils font fait les mêmes conneries. Et donc, aux États-Unis, ils disent, on veut la confiance dans la monnaie, on veut pas que ça se dégringole. Donc, on met la règle super stricte que le taux d'échange du dollar en or est fixe, donc étalon-or, et tu dois pouvoir, en fait, toujours aller à une banque et demander en or ce que tu as en équivalent en dollars. Ouais. Et on doit pouvoir te le donner le jour même. Ouais. Ça, c'était les règles qu'ils ont mis en place dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis pour justement stabiliser la monnaie après plusieurs expériences désastreuses, notamment en France. Et là, je lance Laurent sur le truc d'après, là. Ça, là. Non, mais du coup, oui, c'est pour entretenir la confiance, quoi. Les banques sont devenues trop importantes maintenant parce que si quelqu'un perd confiance dans sa banque, il y a ce qu'on va appeler un bank run qui va se produire, où tout le monde, de peur que ses comptes en banque arrivent à zéro, va essayer d'aller à la banque pour retirer son argent en espèces. Et ils ont pas. Oui, voilà, mais c'est ce qui s'est passé pendant des crises financières, tu vois. 29 et tout, je crois qu'il s'est passé ça dans des bank runs, mais pas que 29. Où les gens, effectivement, vont se dire « Ah, l'économie est en train de se casser la gueule. Faut à tout prix que je récupère mon argent en espèces. » Je crois que c'est pour ça qu'il y a eu des lois où ils ont séparé les banques de dépôt des banques d'investissement. Ah oui. Avant, la banque, elle gardait ton argent, mais elle l'utilisait aussi pour boursicoter avec, quoi, tu vois. Et maintenant, je crois que les deux sont Ah oui. séparés. Encore une fois, à la base, les banques faisaient leur beurre sur les bénéfices des prêts. T'accordes des prêts, tu chopes des bénéfices. C'est-à-dire que Laurent, tu me donnes de l'argent, donc j'ai l'argent de Laurent. Poulpe, tu veux de l'argent
parce que tu n'en as pas encore, je te fais un prêt avec l'argent de Laurent. L'intérêt que je mets sur mon prêt est plus fort que l'intérêt que je donne à Laurent pour garder son argent, ce qui fait qu'à la fin, je fais du profit. Et du coup, à la base, c'était ça le beurre des banques. Sauf que, bien évidemment, Ils en voulaient plus. en fait, c'est plus rentable, plutôt que de reprêter à Poulpe l'argent. Et Poulpe, c'est un pécor. Il Bah oui, va je me suis là, repayer je- en 25 ans un taux de merde. C'est de la merde, quoi, comme placement financier. Alors que si j'achète des actions Apple, oh, ah, ah, là, par contre, ça dépote. Mais non, ce qui fait que aussi, non, mais c'est un des trucs, c'est-à-dire que la banque, tu pourrais aussi considérer que c'est un service, Ouais. en fait, qui est utile, qui fait considérer l'économie, qui est utile pour que justement les gens de base, les acteurs économiques, aient accès à des prêts pour pouvoir démarrer de nouvelles activités économiques. Mais quand les banques sont plus intéressées à faire des prêts à des petits acteurs économiques parce que c'est pas assez rentable et se concentrent sur ça, ça veut dire que la base de l'économie, les petits acteurs économiques qui, comme toi et moi, eh ben, ils ne peuvent plus ouvrir de business et ça commence à bloquer l'économie. Soudainement, je pense à la mécanique du livret A en France, qui est le fait de créer quelque chose dans lequel les gens vont déposer leur argent pour qu'ensuite l'État puisse l'investir dans les logements sociaux, il me semble. Ouais, c'est ça. Grâce ensuite au profit généré par la location et la vente de logements sociaux, on peut redistribuer une partie des profits aux détenteurs des livrets A. Du coup, on mobilise cet argent-là. Sauf que ça peut faire peur parce qu'il y a des moments dans l'histoire où on a prélevé pour compenser une crise ou la dette, ou je sais pas quoi, peut-être pas en France, mais c'est que ça, on a déjà vu des gens perdre leurs économies parce que juste l'État avait besoin d'argent. Il a dit, bah maintenant, on va prélever une partie de ce qu'il y a sur vos comptes pour nous, quoi. Il y a un autre truc aussi qui permet que tu perds tes économies, c'est l'inflation, dont on parlait tout à l'heure. Si tout d'un coup, tu as une inflation galopante, si l'inflation est de 10%, ça veut dire que ce que tu payais avec Ouais, 1,10€ aujourd'hui, tu le payais avec 1€ l'année dernière. Donc ton argent vaut moins. ouais. Donc si tu gardes ton argent longtemps, comme il y a de l'inflation, quelque part, ils perdent la valeur. C'est bizarre. Si. L'argent perd de la valeur. Mais Si, il perd la valeur Et parce donc- qu'il te permet d'acheter moins que ce que tu aurais pu acheter avant. Donc il perd la valeur. Ouais. Et donc d'ailleurs, c'était pour ça, je me souviens il y a quelques années, où il parlait, parce que justement en parlant du livret A, Mm. où il disait que le livret A, le Et taux c'est- du livret A était passé en dessous de l'inflation. Eh oui. Mm. Que justement, l'avantage, c'est que tu places ton truc sur ton livret A, qui est en fait qui est un placement financier hyper facile, Ouais. et les intérêts que tu chopes sont censés égaler l'inflation, ce qui fait que... D'ailleurs, c'est ça, moi, c'est l'arnaque que j'avais pas compris pendant très longtemps. Je me dis, ah ouais, tu gagnes 3%. Non, Mais non. en fait, t'as juste pas perdu l'inflation. Oui, c'est ça. T'as pas gagné d'argent quelque part, en fait. T'as Ouais. juste pas perdu l'inflation. Mais aujourd'hui, on se fait avoir, parce que ça fait quelques années, il me semble. Il y a peut-être même plus de livret A, non? Ils l'ont pas enlevé. Si, mais ils l'ont baissé. Il était à 1%, il est passé à 75, et là, il vient de passer à 50... à 0,5, pardon. Non, Alors il oui, a... mais alors non, ça, non, c'est il a, ça. il a 1,5 encore, non? Alors moi, j'ai un placement, en fait, qui doit Il me être semble. le même, équivalent en Allemagne. Et c'est pareil, c'est à 0,5% en ce moment. Et pourquoi c'est à 0,5% en ce moment? C'est parce que la Banque Centrale Européenne a décidé de changer ses taux directeurs. Ah, alors on va parler oui. des taux directs. Mais non, on va parler des banques centrales, parce que pour l'instant, Oui. on n'a pas expliqué le rôle d'une banque centrale dans tout ça. On a Et parlé voilà. des banques privées Hmm. qui Et oui. fabriquent de l'argent, Oui. qui investissent, qui rendent des services et tout. Mais moi, petit acteur économique, jamais je discute avec la banque centrale. J'ai pas de compte à la Non. banque Et non. centrale. Elle discute qu'avec les banques, la Banque Centrale. Donc la banque centrale, elle parle C'est qu'avec ça. les banques. Ouais. Et alors en plus, Voilà. nous, particularité de l'Europe, on n'a pas de banque centrale nationale. Non, enfin, on en a, mais elles sont... c'est des sous-branches de la Banque Centrale Européenne, maintenant. La fameuse Pour ceux qui BCE. sont dans la zone euro. Ça dépend sur quelle mission, en fait. Ouais. Il y a des missions de la Banque Centrale française qui ne se recoupent pas avec la Banque Centrale Européenne. par exemple. La Banque Centrale Européenne, elle a une seule mission, c'est réguler l'inflation. C'est sa seule mission. Mais c'est sa seule mission, vraiment? Ça y est, ça m'énerve. Ouais, c'est vraiment sa seule mission, contrairement à la Fed, oui. donc la Banque Centrale des États-Unis, qui est de réguler l'inflation et de garantir le plein emploi. C'est bizarre comme Voilà. ça, mais c'est une différence énorme, en fait. Parce que le fait de réguler l'inflation, c'est vraiment un truc libéral, en fait. C'est vraiment les libéraux, donc les libéraux, on peut peut-être le définir, parce qu'on parle souvent des libéraux quand même, mais c'est quoi un Ah. libéral à la base? C'est quelqu'un qui veut une économie dérégulée. C'est quelqu'un qui veut pas que l'État intervienne dans l'économie. C'est ça. C'est quelqu'un qui Parce est que pour- sinon, ça fausserait le marché selon les Voilà. théories d'Adam Smith. Voilà, il faut que le marché soit libre et non faussé, et donc pour ça, il faut pas que les acteurs étatiques interviennent dans le marché. Et du coup, la Banque centrale, c'est vraiment
elle est vraiment bâtie, européenne, elle est vraiment bâtie sur un truc libéral de il faut éviter l'inflation. Et d'ailleurs, c'est une inspiration assez allemande, parce que les Allemands, ils sont un peu traumatisés par l'hyperinflation, justement, qu'il y a eu entre les deux guerres. En fait, ils vont utiliser plusieurs outils pour faire ça. Et toi, tu parlais du taux directeur. Alors moi, là, je suis un peu confus, parce que c'est quand même compliqué, ces trucs-là. Mais le taux directeur, il me semble, c'est le taux à laquelle la banque centrale prête de l'argent aux banques. C'est pas ça ? Alors, c'est les taux directeurs. Ouais. En fait, il y en a plusieurs. Celui sur lequel on parle le plus, c'est ça. Les banques, comme on l'a dit, elles prêtent plus d'argent qu'elles en ont. Il y a des fois, en fait, elles doivent emprunter de l'argent, et donc elles viennent emprunter de l'argent à la banque centrale. C'est fou. Et la banque centrale prête avec un taux d'intérêt spécifique. Voilà. C'est fou. Ce que je voulais dire, déjà, c'est que la monnaie qui est prêtée par la banque centrale, ça s'appelle Voilà. de la monnaie banque centrale. C'est de la monnaie que toi, tu ne verras jamais. C'est uniquement Oui. pour les banques, entre elles. God damn, Ouais. God damn, God damn. Et, et du coup, elle joue sur ce taux de prêt, parce que si t'as un taux bas, les banques vont être incitées à emprunter de l'argent à la banque centrale, et du coup, ça va les inciter à faire des prêts, et du coup, c'est un mécanisme qui permet peut-être de relancer l'économie en cas de crise, quoi. Parce que l'économie, justement, on a besoin de faire des prêts, on a besoin qu'il y ait des entreprises qui... Parce que si les Voilà. banques font des prêts, ça veut dire qu'on investit. Si on investit, Voilà, ça veut dire qu'on crée de la richesse, ça veut dire qu'en principe, on crée de la croissance, en principe. Parce que tout est niqué, j'ai envie de dire. Et du coup, pareil, l'inverse, c'est genre, pour éviter l'inflation, enfin, faut pas qu'on mette trop de monnaie en circulation, c'est plus ça. Donc, faut pas qu'on fasse trop de prêts. Et du coup, on va augmenter les taux à laquelle on prête aux banques. oui, c'est-à-dire que si ça me coûte plus cher d'emprunter de l'argent, j'emprunte moins d'argent, donc il y a moins de création Ouais. d'argent. Oui. Voilà. Et le truc, c'est que plus t'as de l'argent, plus il y a une quantité d'une certaine monnaie, moins elle a de valeur. C'est ça. C'est Oui, ça. Et c'est ça qui est fou. Donc en fait, si on met des hauts taux d'intérêt, les gens n'empruntent pas. Donc les banques créent peu d'argent. Donc s'il y a moins d'argent, mais en fait il y a le même nombre de choses dans le pays, d'accord ? Parce que là on manipule, c'est pas qu'on fait plus de C'est choses. ça. Si on fait plus de choses, on crée de la valeur. Mais là en fait, il y a moins de monnaie pour la même richesse, donc la monnaie a plus Il y a de valeur. une offre et une demande sur la monnaie. C'est fou. Oui. Et si on baisse le taux Ouais. d'intérêt, Mm. c'est facile d'emprunter, Mhm. donc il y a plus d'argent, Mhm. et donc l'argent vaut moins cher. Si, ça se dit. Je me perds un peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais le système est complètement baisé, parce que là, on parle de théorie. C'est-à-dire, on dit, ils augmentent leur taux d'intérêt pour qu'il y ait moins de création monétaire, Ouais. pour qu'il y ait moins d'inflation, et ils Mm. baissent le taux d'intérêt s'il y a besoin de relance économique. Mais ce qu'ils ont fait, c'est des taux d'intérêt négatifs. Et oui. Oui. Non, mais voilà. Et ça, pour le coup, ils ont dit que c'était une absurdité économique. Oui, mais il y a plein de trucs comme ça. C'est-à-dire, la théorie, c'est cool en économie, mais en fait, on n'arrête pas de faire des trucs qui n'ont aucun sens. Mais bref, les taux d'intérêt négatifs, c'est genre, on a tellement besoin de relancer l'économie que, en gros, quand la banque va rembourser ses prêts qui est fait à la banque centrale, elle va rembourser moins. On va payer pour... Faut que les banques empruntent. Voilà. Oui, c'est ce qui s'est passé. À quel moment? À partir du moment où une banque peut créer de l'argent, elle a besoin d'emprunter à une banque centrale. Parce qu'elle a besoin d'une réserve. Il y a des lois qui font qu'elle a toujours besoin d'avoir 1% en réserve par rapport à tout l'argent qu'elle a prêté. Donc on est en train de dire, une banque, elle a une réserve d'argent. Elle va donc prêter 100 fois plus que sa réserve. Ouais. Et une fois qu'elle atteint cette limite, au lieu de se dire, bon ben ça y est, je peux plus prêter, non. Elle va emprunter plus d'argent, donc augmenter son capital, c'est ça si je comprends bien, ce qui va lui permettre de pouvoir reprêter 100 fois plus que l'argent qu'elle vient d'emprunter. Oui, mais c'est risqué pour elle si elle fait ça. Parce qu'il faut déjà Oui. que les prêts qui sont en cours, il faut déjà qu'ils soient remboursés, tu vois. Faut pas non plus, qu'elle fasse trop de prêts, parce qu'il y a un risque que, tu vois, que tout ne soit pas remboursé. En théorie, faut que la banque vérifie ce qu'elle a en réserve pour pouvoir faire ses prêts. Mais ça, c'est Bien la sûr. théorie, parce que apparemment en pratique, elle prête et elle s'en foutent, parce qu'il y a toujours moyen de se refinancer, en fait. Tu peux acheter de la monnaie banque centrale auprès d'autres banques. Si tu... si tu veux. Putain, il y a des banques qui peuvent prêter de la monnaie banque Oui, centrale. les à banques d'autres- se payent entre elles en monnaie banque centrale. Non. Donc en vérité, il y a encore moins de garde-fous, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure, en mode, si elles veulent, elles peuvent prêter 100 fois plus si elles prennent 100 fois plus de capital. Oui,
peuvent le faire. Est-ce qu'il y a de la monnaie banque centrale en euros et de la monnaie banque centrale en dollars et qu'il y a des taux de change entre monnaie de banque centrale ou la monnaie de banque centrale est universelle? Bah non, je pense que c'est de la monnaie en euros banque centrale et la monnaie en dollars banque centrale. Parce que c'est quand même lié à un territoire. Ouais. Mais justement, il y a un problème qui peut se passer, c'est que une banque qui veut faire des prêts, mais qui veut pas payer de taxes dessus, va dans un paradis fiscal aux îles Caïmans. Banque française, d'accord. Donc la banque française, pour la renflouer, il faut qu'elle aille à la Banque de France, ou aujourd'hui à la la Banque BCE, Centrale Européenne, ouais. d'accord, pour avoir des euros. Mais cette banque française, qui est pas très regardante en termes de éthique, se dit que c'est vachement plus lucratif de faire des prêts en dollars aux îles Caïmans à une entreprise. Qui a fait des prêts en dollars dans les îles Caïmans, parce qu'on peut pas faire un prêt en euros dans les îles Caïmans. L'entreprise fait faillite. Oui. Elle récupère pas ces dollars. Du coup, elle peut pas les récupérer de la Banque Centrale Européenne, parce que c'est pas 2 euros. Ouais. Et donc là, la banque fait faillite. Et c'est ce qui s'est passé en 2008. Il s'est passé plein de trucs en 2008. Mais ça, c'est un des trucs qui s'est passé, c'est que du coup, t'as la banque qui peut plus aller chercher dans sa banque centrale, parce que elle peut pas repayer en fait sa dette. Ah ouais. Parce qu'en fait, ils ont fait des montages financiers où ils prêtaient sur des marchés où ils pouvaient pas emprunter. Ouais, voilà. Et du coup, à partir du moment où ce qu'ils ont prêté, ils ont pas pu le récupérer, ils pouvaient pas non plus emprunter sur leur marché à eux pour se refinancer. Ouais. Et donc, Ouais. ils font faillite parce que personne leur prête de l'argent. C'est ça. Sauf qu'une banque qui fait faillite, ça détruit l'économie. Voilà. Donc, Ouais. on a financé ensuite, Ouais. on a refinancé les banques qui avaient fait de la merde en sachant Ouais. qu'elles faisaient de la merde, Oui, avec de l'argent public, avec de l'argent public. en créant de la dette, en créant de... En fait, ce qui s'est passé en 2008, c'est que les banques ont pris les risques Elles ont perdu. et la population entière a amorti le risque. Oh là 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 là. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie quand même? Mais surtout que les profits qui viennent des risques, Oui. no risk, no fun, mais vraiment, c'est plus t'as des gros risques, plus t'as des gros profits, d'accord? Tu paries des trucs super Ouais. gros. Donc les banques ont fait des paris super risqués. Ont perdu. Tout le monde a pris les conséquences négatives. Oui. Les conséquences positives, c'est-à-dire le gain, Il n'aurait pas été réparti à tout le monde. ça pas réparti, ça par contre. En 2008 et pendant le Covid, il a fallu sauver l'économie. Parce qu'il y avait des, comme tu disais, des banques qui menaçaient de s'effondrer. Et si une banque s'effondre, bah ça nique l'économie globalement. Enfin, les gens perdent de l'argent et tout. Bref. Du coup, c'est les banques centrales qui injectent du pognon à mort pour refinancer les banques. Qui à leur tour, enfin c'est pas du pognon qui va aller dans l'économie réelle quoi, tu vois, elles vont juste refaire d'autres prêts et racheter des titres de machin et tout quoi. C'est de l'argent qui est émis mais pour les banques. Alors qu'il y a quand même un impact sur l'économie réelle, c'est-à-dire il y a quand même au final des entreprises qui ferment, des gens qui sont licenciés, etc. etc. Et eux ils ont rien quoi. Mais il faut sauver les banques quoi. Mais en fait, en plus, c'est vrai, il faut sauver. Mais le oui, le Quelque paradoxe, part, c'est il faut qu'il faut sauver les vraiment banques. les sauver, parce que ce serait pire si tu les sauverais pas, en fait. C'est ça. À ce moment-là, si la banque s'effondre, c'est banque A qui s'effondre, qui fait elle est en défaut de paiement, ce qui fait que banque B s'effondre. Et c'est le moment où tout le monde perd la confiance. Oui, et c'est ça. c'est le moment où le système s'effondre. Comment on en arrive à laisser autant de pouvoir à des acteurs privés? Comment c'est possible? C'est le libéralisme. Et oui, mais alors c'est intéressant de dire ça parce qu'en fait, vu que j'ai fait mes devoirs, je pense que c'est le moment de faire la différence entre le keynésisme, le keynésianisme, Ouais, le Keynes. keynésianisme, Attention, le canadamisme, Le canadamisme. le kevadamisme, keynésianisme. le Ken le Keynésianisme. survivant, le keynésianisme. Comment tu dis? Keynésianisme. Keynésianisme. Ouais. Et les monétarismes, c'est ça. Oui, j'ai pris ces deux exemples-là parce que c'était assez signifiant dans l'histoire. Je sais pas de quoi on parle. Je me suis dit que t'avais dit des trucs, j'allais rien comprendre, puis j'ai regardé et j'ai fait, mais c'est génial, hein. C'est dialectique parce qu'il y en a un, enfin, tu vois, le monétarisme s'oppose au keynésianisme et tout. Donc. Parce que pour moi, le début de cette discussion, la discussion qu'on a là, le début qui a lieu il y a 3 podcasts, il y a Poulpe qui comprend pas avec Laurent, je crois que c'est même la géopolitique. C'est quand on parle de géopolitique, c'est très longtemps. Et on parlait de réinvestir en tant qu'État massivement, de prendre des dettes. On parlait de la dette. Ouais. On parlait de s'endetter comme État, en fait. Ah oui, pour financer la sécurité sociale et tout Pour ça. financer. Ouais. On se souvient, Ah ouais, tout de on suite un parlait extrait. du New Deal, machin. Oui. Voilà. Et c'est là où Poulpe disait, de toute façon, je comprends rien, la dette. Et j'ai l'impression que c'est là que démarre cette conversation qui nous amène aujourd'hui à faire ce podcast sur la monnaie.
Et c'est génial parce qu'en regardant le keynésianisme, c'est de ça qu'on parlait, sauf que je savais pas que je parlais de keynésianisme en fait. Ignorant que tu es. Oui, parce que le keynésianisme, c'est vraiment une politique qui a eu lieu dans l'histoire. Ça a déjà été fait, quoi. On parlait de l'Etalon War. Ouais. Il y a un moment donné, on s'est rendu compte que pour pouvoir stabiliser la confiance dans la monnaie, il fallait pas en emprunter trop, ce qui crée de l'inflation. Donc pour maintenir la confiance, à un moment donné, ce qui a été pris, c'est de dire on peut toujours changer mon dollar en or. Et c'était un truc qui a été adopté de manière assez universelle, il me semble. C'était pas que aux États-Unis. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça n'existe plus. Ça. Oui, c'est Nixon qui l'a arrêté. En 1971. Parce qu'en fait, il y avait trop d'excédents, ils pouvaient plus gérer. En fait, il y a beaucoup trop de dollars. Ils pouvaient plus, en fait... Assurer les réserves, Ils j'imagine. n'auraient pas pu rembourser. Voilà. Il y avait pas un truc avec la guerre du Vietnam aussi? Je sais plus. Gars, parce qu'on n'a toujours pas défini ce qu'a dit John Maynard Keynes, alors. Voilà, parce que ce qu'on disait là, sur quels sont les moyens de levier de l'État sur l'économie, via notamment les banques centrales. La Fed aux États-Unis ou la Banque Centrale Européenne ou anciennement la Banque de France. Laurent disait que la mission principale de la Banque Centrale Européenne, c'est de gérer l'inflation. Et en fait, ça vient d'une théorie économique qui s'appelle le monétarisme, qui vient d'un économiste prix Nobel d'économie qui s'appelle Milton Friedman. Qui justement, en fait, se veut contre le keynésianisme, Oui. dont on va parler avant, c'est peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est lui, en fait, c'est ça qui prône, pour que l'économie soit saine, il faut un taux d'inflation entre 2 et 3%. Si on a une inflation qui est trop grande, alors la monnaie perd trop de valeur, et du coup, perd de confiance, et l'économie se casse la gueule, comme ce qu'on a vu avant. Alors Friedman, je crois qu'il est pour la stabilité des prix, donc lui, une inflation faible, ça le dérange pas. En inflation de 2%. En fait, lui, le monétarisme, c'est pour dire que la manière pour l'État d'influencer l'économie, c'est justement d'injecter plus ou moins d'argent pour pouvoir gérer ce taux d'inflation. C'est ça que doit faire l'État et pas autre chose. C'est même pas l'État qui doit le faire. Hein. C'est un organisme indépendant. Une banque centrale, c'est un organisme indépendant, tiens, c'est bien à rappeler. C'est pas lié à un État. C'est indépendant, ça décide tout seul. Alors, il me semble que c'est indépendant du gouvernement, mais ça fait partie de l'État quand même. Non, justement, parce que les monétaristes, ils sont en faveur du marché complètement libre, alors que les keynésianismes, ils sont en faveur du capitalisme régulé. Oui. Donc justement, le monétariste, il n'y a aucune régulation. Ce qui est génial avec le keynésianisme, je trouve, c'est on est purement sur un raisonnement hétérodoxe, c'est-à-dire on est purement dans un truc psychologique où il y a une crise, donc les gens font gaffe, il y a ce qu'il appelle l'incertitude radicale en fait. On ne sait pas ce qui va se passer, ça va peut-être empirer, donc on garde notre argent, tu vois, ça devient une peur, la peur de dépenser, la peur d'acheter, etc. Et lui, il dit, il faut contrecarrer cette peur, il faut qu'un organisme n'a pas peur, donc l'État, et que lui, il montre que, non, il n'y a pas de raison d'avoir peur, et qu'il fasse des dépenses massives, des investissements pour faire des infrastructures et tout, création d'hôpitaux, etc. Et en plus, voilà, ça crée de l'emploi, mais surtout, ça crée un espèce d'entrain, tu vois, on n'a pas peur. C'est vraiment un effet psychologique de, non, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et donc, le fait de ne pas avoir peur, les gens vont se remettre à dépenser, à acheter, l'économie va repartir, quoi. Tout en ayant ces projets, quand même, ces gros projets étatiques. C'est-à-dire que c'est aussi ça. C'est-à-dire que parce que tu construis une route, du coup, plus tard, économiquement, c'est mieux, parce que tu as plus de facilité de transporter tes marchandises, tu baisses le coût du transport. Donc en fait, tu investis pour que plus tard ton économie aille mieux aussi. Oui, mais aussi c'est parce que c'est lié au plein emploi. Il faut pas que les gens soient au chômage, tu vois. Oui. Donc il faut leur trouver des emplois parce que c'est ça qui va quelque part leur donner confiance, quoi. Mais lui, le truc, contrairement au monétariste, il accepte totalement l'inflation. Il sait que ça va provoquer de l'inflation. Oui. D'emprunter, ça va provoquer de l'inflation. Tu vas dépenser, ça va provoquer de l'inflation. Et en gros, c'est un mal nécessaire pour sortir de la crise, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que... Parce que depuis tout à l'heure, on parle de... Enfin, tu l'as redit, là, l'irrationalité ou l'émotion, je sais plus comment t'as dit. Mais... Incertitude radicale. Ouais, mais voilà, c'est le fait... les hétéroclites, là. Non. Hétérodoxes. Les hétérodoxes. Ils assument ce côté irrationnel de l'économie. Ouais. Mais de ce que j'ai compris dans ce que j'ai écouté avec le podcast que tu as envoyé, il y a surtout cette idéologie de dire la monnaie doit-elle être politique ou non. Oui. C'est-à-dire que le keynésianisme, ils considèrent qu'il y a un rôle... Ah oui, c'est pour eux, c'est pas neutre, c'est politique la monnaie. Voilà, c'est politique, alors que les monétaristes, ils considèrent que non. Non. La monnaie, ça doit être la monnaie.
Et il n'y a pas de lien entre la politique et la monnaie. Oui, bah de toute façon, les monétaristes sont en opposition totale, en mode aucune intervention de l'État, parce que ça fausserait le Voilà. marché. Et il faut pas jouer avec l'inflation, parce que c'est ça qui fout la merde. Ouais. Et pour moi, c'est... Bon, après, Friedman, c'est un mec qui a bossé avec Pinochet et tout. Il y a un truc hyper cynique là-dedans, c'est... tu vois, le keynésianisme dit, nous, on accepte l'inflation. Alors, l'inflation, c'est un mal nécessaire. Et les monétaristes disent, il y aura du chômage, c'est un mal nécessaire, quoi, tu vois. Donc, en fait, le facteur humain, il s'en balance, quoi. Tu vois, et ça, c'est typiquement représenté par Thatcher, qui était purement une vraie convertie au monétariste. Elle a vraiment essayé de réguler l'inflation en détruisant le service public et tout, quoi, tu vois. Et ça a fait énormément de chômage, mais elle en avait rien à péter, quoi, tu vois, parce qu'elle y croyait dur comme fer à son idéologie, quoi. Ah, la dame de fer. Ouais. Très fort. J'ai vu une vidéo que je trouvais intéressante qui était de dire qu'à partir du XXe siècle, on avait compris que dans le système capitalisme, c'est forcément crise, relance, bulle, crise, relance, bulle. Et en fait, ça fait ça. Et si tu regardes une courbe de l'économie, en fait, c'est cycle constant. Et en fait, soit on change de système, bon, alors on peut parler de ça, mais si on reste dans le système capitaliste, ça a l'air d'être la norme, en fait. C'est ce qui se passe. Ce que propose, en fait, Keynes, c'est d'assouplir la courbe. En fait, c'est que la courbe, elle oscille, mais de manière générale, elle monte. De manière générale, l'économie grandit. Ouais. Mais c'est des petits crashs, en fait. Alors, des fois, il y a des anomalies. 29, 2008, c'est des anomalies. C'est des très grandes crises. Mais des petites crises, en fait, il y en a tout le temps. Et ensuite, tu as la relance. Ensuite, ça recrise, ça relance, ça recrise, ça relance. Mais on ne dit pas la ligne générale, on dit la tendance générale. Monte. Mais t'oscilles. Si on parle effectivement en manière orthodoxe, en fait, ce qu'on veut, c'est que l'économie aille bien et tout. On abstrait complètement l'humain. On s'en fout. Quelque part qu'on fasse des crises et des relances et des crises parce qu'on sait qu'au long terme, l'économie monte et donc la prospérité sur la Terre augmente, en gros. Mais dans les crises, qui c'est qui paye ? Qui c'est qui prend très cher dans les dents là ? C'est ceux qui sont au chômage, c'est ceux qui ça. Et donc le keynésianisme, ce qu'il propose, c'est de dire, en fait, même le mieux, c'est d'anticiper, de savoir. On sait aujourd'hui. La prochaine crise, elle arrive. C'est le capitalisme. Il y a une prochaine crise. Et donc, pendant que ça va bien, on en profite pour lever des impôts. Pour que, du coup, en fait, ta bulle, le moment où ton économie, elle est en montée très forte, et ben, tu vas peut-être moins monter en mettant plus de taxes, en restreignant l'investissement, etc. En répartissant, finalement, en se préparant à répartir la richesse. Ouais. Et en se préparant, finalement, et donc l'État peut-être perd sa dette, à une dette, peut-être gagne en fait à des réserves pour que quand la crise arrive, c'est le moment de s'endetter, c'est le moment de prêter, c'est le moment de réinvestir. Et du coup, ce qui fait que ta crise, tu vas l'amoindrir. En fait, tu lisses la courbe. C'est-à-dire que tu gagnes moins dans les moments où ça gagne, mais tu perds moins dans les moments où ça perd. Mais l'idée, c'est que la tendance générale, elle monte de toute façon. Qu'en fait, tu n'empêches pas la prospérité à long terme. Lisser la courbe, ça fait que les gens qui font des profits à court terme, ils en font moins. Mais les gens qui perdent leur boulot quand c'est la crise, eh ben t'en as moins. C'est la théorie. Eh oui. Oui, mais c'est pour ça que ça fait chier les libéraux. Parce qu'en fait, les libéraux, pourquoi ils aiment pas l'inflation ? Eh oui. Bah c'est parce que eux, ils ont des titres et tout qui sont rémunérés. Si l'argent perd en valeur, les placements qu'ils ont faits perdent en valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah oui. Et alors l'État, tu vois, lui, truc de Keynes, bah lui, un État, c'est endetté à mort. Mais du coup, s'il est lié à une banque, comme ça a été le cas, mais du coup, ça a été interdit à la création de la BCE, c'est qu'avant, les États utilisaient leur banque centrale, ils pouvaient se financer avec la banque centrale. C'est-à-dire la banque centrale pouvait créer plein d'argent pour eux, et du coup, ça éplongeait leurs dettes. Mais les libéraux n'aimaient pas, parce que ça crée comme il y avait une masse monétaire plus grande... Ça dévalorisait leur capital. Oui, mais ça crée de l'inflation. Mais l'inflation, c'était une méthode de rembourser ses dettes. Eh oui. Ouais. Et ça a été interdit. Alors, peut-être pour des bonnes raisons, parce qu'il y en a, ils disaient que les États en abusaient. Jusqu'où ils allaient s'arrêter, en fait, pour éponger leurs dettes. Il y avait ce côté débridé qu'ils voulaient pas. Keynes était un peu pour, quand même, éponger les dettes avec l'État, mais il était pour le faire de façon raisonnable, quoi, de façon régulée, quoi. Je vais faire une parenthèse, parce que je me souviens d'un autre moment, dans un autre épisode, où on parlait de colonialisme et on parlait du franc CFA. Ouais. Et je trouve que c'est important de le noter parce que là, on dit que en fait, l'instrument de régulation de l'économie, c'est la banque centrale, d'accord, qui agit sur la monnaie, qui décide de mettre en circulation plus ou moins de monnaie et de jouer sur l'inflation à 2%. C'est le rôle de la Banque centrale européenne. Mais
aujourd'hui, donc le franc CFA, anciennement le franc des colonies françaises d'Afrique, aujourd'hui qui s'appelle le franc de la communauté financière africaine, donc qui est utilisé dans pas mal d'anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA est créé en France, à Bordeaux, et il est indexé sur l'euro. Ce qui fait que eux, ils n'ont pas ce levier. Le levier d'imprimer plus d'euros, entre guillemets, d'imprimer plus d'euros pour jouer sur l'inflation, ils peuvent pas jouer sur la valeur de la monnaie pour corriger leur économie. Mais je pense que c'est moins direct que ça, parce que pour moi, ce qui fait que tu joues sur la valeur, c'est que tu achètes ou que tu vends ta monnaie à d'autres monnaies. Parce que c'est la technique du gouvernement chinois qui garde une monnaie très faible en achetant beaucoup de dollars, ce qui fait que le dollar garde beaucoup de valeur, et donc les exportations leur rapportent, l'exportation de la Chine vers les États-Unis, leur sont très favorables. L'État chinois achète du dollar et balance énormément de sa monnaie, donc eux, vu qu'il y a beaucoup de leur monnaie, elle vaut très peu cher. Donc ça leur permet d'avoir une économie qui est basée sur l'exportation. Et en même temps, ça arrange les États-Unis qui, avec très peu de dollars, peuvent acheter beaucoup de valeurs marchandes chinoises. Sauf que, il me semble que ce qu'ils sont en train de faire en Chine, c'est d'investir énormément en Afrique. Et du coup, d'essayer de squeezer petit à petit le dollar. Et en plus, ils sont en train de revendre des parts de dollars. Ils sont en train de revendre les dettes américaines. Et en plus, on perd la confiance dans l'État américain. Les bons du trésor. Ouais. C'est qu'ils ont un levier d'action sur le dollar, justement, en achetant des dettes ou en revendant les dettes. C'est ça. Je pense que c'est ça aussi qui dérange les États-Unis. Et il me semble que le franc CFA, tu peux l'investir que sur de l'euro. Tu peux pas jouer sur les marchés financiers avec le reste. Tu peux que passer par l'euro. Et oui, c'est ça. Tu es soumis à forcément passer par l'euro et donc au cours de l'euro. Et donc tu peux pas jouer avec les autres acteurs financiers et les autres politiques. Il me semble que c'est ça, je connais pas les détails. C'est peut-être plus comme ça. Mais justement, moi j'ai envie de... Peut-être, je sais pas s'il reste beaucoup de sujets à aborder, mais le caractère oppressif et hiérarchique de la monnaie. On parlait des différences, c'est-à-dire que les investisseurs et les banques, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait des crises parce qu'eux, ils sont pas impactés, et ensuite une forte croissance parce que là, ils vont tirer des profits, et peu importe si ça tue des gens, si ça met les gens dans la misère, tout ça. Donc on a juste réussi à créer le terreau parfait de l'oppression aussi avec la monnaie, en plus du travail, en plus de l'organisation du travail, en plus de l'organisation de la répartition des richesses. Juste, les marchés financiers sont oppressifs. Les marchés financiers sont faits pour détruire les pauvres et favoriser les riches. Oui. Oui. Bah oui. Le fait qu'il y ait un système financier, tu penses bien que c'est pas les pauvres qui participent, quoi, déjà. Et voilà, c'est ça. C'est toujours le truc de c'est fait pour qui, c'est fait pour les gens qui sont dedans, quoi. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que le fait qu'il soit organisé en dehors des États, et donc justement, c'est-à-dire que le directeur d'une banque centrale, il n'est pas élu, il est nommé. Il y a pas... Non, c'est pas une question. Ils le disent dans ton putain de podcast. Il est nommé, ouais. Nommé par qui, d'ailleurs? Par la Commission européenne en Europe? Ah non, je pense qu'il est nommé par un conseil d'administration. Hein. En fait, le président de la Fed... Il est nommé par le président de la République? Oui, mais il doit être approuvé par le Sénat. Ah, ok. Donc il y a un contrôle de l'État sur qui est à la manette. Sauf que du coup, en théorie, comme tu étais en train de dire, Laurent, dans le système financier actuel, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, est indépendante de l'État, dans le sens où eux, on gère notre inflation, et peu importe ce que les politiques font, parce que ils sont dans cette doctrine, justement, qui n'est pas keynésienne. Et là, ce qu'ils ont peur, c'est que parce que Donald Trump, il a fait démissionner Powell, donc il a fait démissionner, il s'est fait virer. En fait, la peur, c'est que dans leur système, justement, la politique de la Fed doit être indépendante de la politique de la Maison-Blanche. Oui. Et le fait que Trump nomme des gens, c'est voilà, il y a des chances qu'ils veulent influencer, en fait, la politique monétaire. Oui. Parce que la présidente de la Banque centrale européenne, c'est Christine Lagarde, toujours, qui est l'ancienne ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy. Ouais. Et ancienne présidente du FMI. D'ailleurs, le FMI qui a été créé par Keynes. Keynes? Mais non. Ah. Oh bah ça a dû être détourné FMI, alors, ça a dû être détourné. C'est les accords de... Et non, pas du tout, en fait. Encore une fois, Keynes, c'est pas un marxiste. Hein. Non, c'est pas un marxiste. C'est les accords de Bretton Woods. Ah, on y revient. Donc en 1944, où justement ils essayent, en sortie de la Seconde Guerre mondiale, comme sur plein d'autres niveaux, d'organiser le système financier mondial. Mais c'est surtout les Alliés qui ont gagné, et surtout les États-Unis qui ont beaucoup de poids. Et Keynes, c'est le délégué de la Grande-Bretagne. Et c'est lui et le délégué américain qui vont le plus peser sur toutes les négociations.
Et en fait, Keynes, il voulait justement créer cette espèce d'organisme pour pouvoir influencer l'économie, comme lui, il a dans ses théories du pouvoir relancer, etc., au niveau international, en fait, pour pouvoir stabiliser les marchés financiers. Et donc, en fait, il voulait créer, il y a 3 entités qu'il voulait créer, il n'y en a que 2 qui sont créées, c'est le FMI et la Banque mondiale. En fait, c'était la banque de je sais plus quoi, d'investissement, machin, qui est aujourd'hui une sous-branche de la Banque mondiale, qui sont créées à ce moment-là. Et l'autre organisation qu'il voulait créer, qui n'a pas été créée, mais en fait, l'idée est restée, a été créée en 95, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est les idées qui viennent des accords en 44 et qui sont portés par Keynes, qui voulait justement des outils non gouvernementaux pour agir sur l'économie. Ouais, mais mondial, du coup, pas juste le pays. C'est ce que fait la Banque mondiale, en fait, avec plus ou moins de succès, mais... Ok. La BCE est dirigée par un directoire. C'est le nom qu'on donne au comité exécutif de la Banque centrale européenne. Il y a le président, le vice-président et 4 autres membres. Et ils sont nommés d'un commun accord par les chefs d'État ou de gouvernement des États de la zone euro, sur recommandation du Conseil de l'Union européenne, et après consultation du Parlement. Ouais, c'est les présidents. Et donc, du pays. les 6, vous en connaissez au moins une. Oui, Christine Lagarde. Mais prenez vos billets en euros et regardez, et vous verrez qu'il y a une signature de la présidente. Au moment où le billet a été émis, il y a la signature du président de la Banque centrale sur chaque billet émis. Et moi, je me dis, mais ça va les chevilles, quoi? Enfin, je veux dire... Mais ça vient de la même tradition. Comment ne pas avoir le melon, quoi? Parce qu'elle émet le... Tu vas chez Elle l'orfèvre, émet le reçu. tu poses tes 10 pièces d'or et t'as le reçu signé par l'orfèvre. Ça vient de là. Hein. C'est que c'est des putains de... fou, Ce sont des reçus. Signature sur tous les billets qui circulent dans la zone euro, mais moi, ça me... Waouh. C'est dingue, moi, je trouve. Il fait bon de travailler pour la BCE, puisque l'effectif de la BCE est passé de 478 employés en 98 Les facts. à environ 3700 en 2020. Putain. Eh oui. Waouh. Eh ouais. Sacrée croissance entreprise gagné. en 20 ans. Ils ont gagné ils ont plus de missions aussi. Ils ont rajouté des missions au fur et à mesure. En 2014, dans le podcast nul que j'ai écouté, il parlait de ça. Suite à 2008, ils ont rajouté des missions à la Banque centrale européenne pour... En fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Une de leurs missions, il me semble, c'est justement de gérer les dettes. Enfin, de faire gaffe aux dettes des pays. Oui, qu'on disait qui n'étaient pas là à la base. Mais c'est une autre crise. C'est avec les crises des dettes, notamment avec la Grèce et l'Irlande et le Portugal en Europe, qu'ils ont ajouté ça comme mission à la Banque centrale européenne de faire attention au dérapage de la dette. Oui, parce que vous avez entendu parler du quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. Bah, c'est quand la Banque centrale crée de la monnaie, en fait, c'est un peu un mécanisme de sauvetage d'État ou de marché financier. Ils créent de la monnaie pour acheter les dettes des États, tu vois. Des dettes s'ils ont trop de dettes ou s'ils peuvent pas les rembourser, quoi, tu vois. Donc ils les rachètent. Mais avec des taux d'intérêt, je suppose que les États doivent rembourser. Enfin, ça. Non, je crois pas. Je crois qu'ils leur achètent juste, tu vois. Mais ils créent de la monnaie pour ça, donc ça. Ça coûte rien. Ça coûte rien, mais. Sympathique. Ça coûte rien, mais c'est pas non plus du keynésianisme parce qu'il n'y a pas de création d'emplois, il y a pas de projet étatique, on va pas créer des services publics, tu vois, c'est pas ça. C'est purement des trucs financiers, quoi. Ça me fait penser, comme je reparlais des crises des dettes européennes, ça me fait penser à la Grèce, ça me faisait penser aux politiques d'austérité qui ont été mises en place pour réduire la dette. Ça me fait penser à Thatcher qui mettait en place des politiques d'austérité. Ah bah l'austérité, ça vient du monétarisme. Oui. Je suis en train de me dire, c'est l'inverse du keynésianisme, justement. On est d'accord. Si j'ai bien compris, keynésianisme, on est en récession économique, on investit massivement. Austérité, on coupe tout. Monétarisme, austérité, on coupe tout et... On coupe tout, on dépense. Ça clique. Et alors, si je me souviens par contre, Mitterrand, 82, limite. L'austérité. Oh. Ouais, le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur. On a parlé dans la saison 1. Ça veut dire que... on a parlé dans la saison 1 du tournant de la rigueur de Mitterrand. C'est là qu'ils ont abandonné le keynésianisme. C'est là où ils ont trahi. Ça veut dire que Mitterrand n'est pas... C'est pas un keynésianisme. Un keynésianisme. Au début, si. Au début, il y a eu une nationalisation des banques et tout, quoi.
Mais ça, ouais. Entre 81 et Bah, ça, c'est pas du 82. keynésianisme, c'est juste de la nationalisation des banques. Ne met pas non plus tout sur le même chapeau. Bah non, mais le Sauf keynésianisme, c'est historiquement situé, justement. C'est après la grande crise, après la grande guerre, enfin la seconde guerre la mondiale, crise. etc. Ça matchait bien avec l'époque, quoi, tu vois. Mais le monétarisme est Oui, arrivé dans les justement, années ils- 70 et tout, et ils ont balayé tout ça. Voilà. Et après, le néolibéralisme s'est imposé, quoi, tu vois. Ouais, justement, dans les années 70, oui, ils arrêtent complètement en fait le keynésianisme. Et ça, il faudrait que je regarde, parce que c'est le moment où justement ils arrêtent cette espèce de... la conversion dollar-or, ce qui fait que on arrive sur... C'est en 76, l'accord de la Jamaïque, là, avec le change flottant, qui disent que justement, il n'y a plus de contrôle. Tout d'un coup, on a essayé d'éviter pendant des siècles, c'est-à-dire de pouvoir imprimer tant que tu veux d'argent. Bon, c'est ok en fait. En fait, c'est ok. Ça, j'ai pas encore bien saisi le tournant de ce truc-là, pourquoi ça faisait du sens économiquement. En tout cas, toutes les politiques monétaristes ont fail, hein. Ça a été un truc qui a été abandonné. Parce que, enfin, dans le sens où, c'est à la base, c'était fait pour contrôler la... Bah, c'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Non, parce qu'à la base, c'était pour contrôler la masse monétaire. Donc l'argent en circulation globale. Et les gens étaient forcés de constater que c'était pas possible. Tu pouvais pas contrôler la masse monétaire, tu vois. Donc maintenant, on est plus dans une régulation de l'inflation, mais pas à travers la masse monétaire. Alors, Ouais, là, c'est compliqué, hein. Non, mais alors justement, si je peux me permettre de faire mon quart d'heure dooming. Ouais. C'est Allez. le quart d'heure dooming. Euh, Parce que moi, il y a encore peu, enfin même techniquement encore, j'étais dans une organisation qui se revendiquait comme luttant contre le capitalisme. Mhm. Et là, j'ai l'impression que dans cet épisode, on est au cœur du capitalisme. On est dans ce que le capitalisme fait de meilleur, pour citer Zebda. J'avais la ref. Merci. Après avoir expliqué tout ça, et avoir expliqué les interconnexions et le besoin de confiance, et j'ai vraiment l'impression qu'on a construit une structure qui tient parce qu'elle est construite, mais que si t'enlèves une pierre, c'est comme enlever une pierre enlever la clé dans une arche, tout le dôme s'effondre, quoi. Est-ce qu'il faut lutter contre le capitalisme? Est-ce que ça va pas tout tuer? Est-ce qu'on peut lutter contre le capitalisme? Est-ce que... Ah, j'ai prévenu. J'ai Alors- fait le jingle car... Mais non, mais je trouve que c'est très intéressant de s'intéresser un peu à l'économie. Moi, ça m'a fait plaisir parce que je me pose beaucoup de questions et du coup, ça m'a poussé à me renseigner sur des choses et de voir un peu ce que c'était que le keynésianisme qu'on entend de ci, de là. Tu vois, Laurent, on lance des trucs, investir, politique d'austérité, on sait pas trop de quoi on C'est parle. vrai que ça m'a aidé à comprendre c'était aussi bien d'approfondir ce qu'il y a derrière la politique d'austérité. tout ça. Donc, je trouve que c'est vachement bien de comprendre tout ça. Maintenant, pour moi, ce qu'on a fait là aujourd'hui, cette espèce de comprendre tout ce système monétaire qui est intrinsèquement dans le cœur du capitalisme, on n'a pas parlé de ce qui serait possible de faire dans une économie non capitaliste. On n'a pas du tout parlé. Non. Parce qu'on essaie juste de comprendre comment ça marche. Mais il y a un autre pan, on pourrait faire un autre épisode qui dit « Ah ben, Épisode 2. et qu'est-ce qui se ferait si on n'avait pas les capitalismes C'est-à-dire que c'est une transformation encore plus importante de la société que ce que je m'imaginais. Ah non, mais toi t'étais parti, il fallait... Non, mais la fleur au fusil, toi. Hein. Mais il y a des pistes. Eh oui. Non, mais Ah, mec, ouais. Non, enfin... c'est le boss de fin, le moi, je- capitalisme. C'est le poste. Bah après, Marx dit que le capitalisme va s'effondrer à cause de ses contradictions internes et tout. Bon, on attend. On attend. Mais j'ai l'impression qu'il est tellement... Enfin, on fait tout... Il s'est déjà effondré plusieurs... Enfin, Non, par contre, ça, je suis assez d'accord avec la vision marxiste. Je suis assez d'accord que le capitalisme, c'est juste des crises successives. Et oui. c'est comme ça qu'il se renouvelle, hein, d'ailleurs. Donc, Oui. la crise, Oui. c'est constitutif du capitalisme, tu vois. C'est pas des anomalies, en vrai, quoi. Oui. Et je pense que le fait que t'aies une grosse crise par siècle, c'est... Peut-être que t'en auras plus, même, d'ailleurs. Je pense que c'est totalement normal avec le système, quoi. Mais donc, on peut pas dire, là, par exemple, que le capitalisme est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout va bien. À part pour les millions de gens qui en souffrent et qui meurent et qui sont dans... Ah bah, du point de vue des capitalistes, ça va, ouais. Bah, les capitalistes s'enrichissent, quoi, donc c'est bon. Bah, Elon Musk a un demi-trillion de dollars. Ouais. Oui, mais même tu parlais de la tendance croissante malgré les crises. C'est-à-dire que Oui. j'ai l'impression quand même que Les marchés augmentent tout le temps, la bourse Mais- augmente tout le temps, ça n'a jamais été l'inverse. On peut quand même dire que si on observe la tendance globale, c'est-à-dire que si on lisse les crises, on est d'accord, je veux pas amoindrir le fait que les crises Horrible, sont très problématiques, mais on est plus prospère qu'il y a 100 ans. c'est ça. Et plus qu'il y a 200 ans. Alors après, la croissance, c'est lié à l'exploitation
de la planète. Oui, C'est corrélé, quoi. on exploite vachement plus et vachement mieux toutes les ressources et tout ça. Ouais. Ouais. Et on suppose qu'à un moment, ça va s'arrêter, mais ça me paraît loin. Hein. Justement, moi, je souscris pas trop au truc collapsologiste où, en gros, on va arriver à des limites naturelles qui font que le système va s'effondrer. Moi, je pense qu'on trouvera toujours des merdes à exploiter. Ah, mais t'es là-dedans. Mais il me semblait que t'es. T'as changé. Oui, il a changé, parce qu'avant, il T'as- était Ah collapsologiste. putain, vous êtes late to the party, je suis pas du tout collapso, Oh. moi. En plus, Mais on- c'est très mais- dépolitisant, la collapsologie, je trouve. On parle jamais, Laurent. Tu fais plus jamais en Tu vas plus aux soirée. soirées, Laurent. Moi, je sais pas, j'ai tes opinions politiques de 2008. Non, 2019, non, tu fais Ouais, genre là, c'était mais plutôt 2019. 2019, ouais. C'était plutôt 2019. Eh oui, non, mais Et voilà, 2019. Alors, Ah, excuse-moi, voilà, bah, c'est 7 hier. ans, là. Ça fait 7 ans. Oh, Oui, voilà. Ah, le Ah, bordel. Voilà. Les nazis ont liquéfié du charbon, je veux dire, Ah. au pire du pire, on pourra liquéfier du charbon, quoi. Le charbon, on en a Super. plein. Oh, le point Godwin nul. Ah, c'est Voilà. le Qu'est-ce plus qui mauvais se point passe Godwin qu'on ait vu. Waouh! C'est vrai il a fallu attendre la toute fin, là. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur la fin. Point Godwin, liquéfaction du charbon par les nazis, pas mal. D'accord, donc là, bah après on rentre sur un autre sujet. Donc comment on appelle ça, ça s'appelle, il y a un nom à cet état d'esprit qu'on va toujours trouver un autre truc. Mais en plus Ça que s'appelle- notre sauvegarde sera dans l'avancée technologique, toi, Laurent. C'est-à-dire que tu C'est penses ça. que la technologie nous sauvera? Non, alors c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout du technosolutionnisme. C'est-à-dire, c'est genre. voilà. Et là, La solution, elle est politique, c'est-à-dire à un moment, faut se dire, on arrête, politiquement, c'est une décision commune d'arrêter d'exploiter la planète et d'arrêter d'extraire des cochonneries Non. du sol et... Tu vois, Mort. pour moi, ça C'est passe par là. impossible. Mais la Impossible. limite normale, enfin la limite physique, tu vois, je la vois pas trop, quoi. Enfin, je veux dire, elle est peut-être là, mais pas tout de suite, quoi. Peut-être dans 100 ans, quoi, tu vois, j'en sais rien. On aura après, oui. un monde dégueulasse à la Blade Runner, je veux dire, moi, je vois... On peut l'avoir, quoi, tu vois, je pense... oui, ben c'est, enfin, ouais, Si on sent n'arrête pas le les capitalisme, relents de la c'est collapsologie. ça les quand même. limites, quoi. si on n'arrête pas le capitalisme, c'est ça que je veux dire. Donc, ouais, ok, Ça va. Il a pas trop changé, notre Laurent, finalement. ça va, ouais, c'est. Oui, mais c'est pas pas, trop, c'est pas l'effondrement, ça, techno-optimiste. Blade Runner. C'est pas Mad Max. Non, oui, t'es passé de Mad Max C'est à pas Blade Mad Max, Runner. quoi, C'est- tu vois. C'est Ah c'est oui, pas, oui, c'est pardon, pas du ouais. sable, c'est des néons qui nous attendent. Mais Moi, je voulais parler d'un truc qui me tenait à cœur. C'est J'allais conclure, vas-y. si c'est quand Mathieu il dit que dans la société idéale, on fera tous du troc et l'argent n'existera plus. Ah, Voilà. c'est vrai. Alors, voilà. Non, mais c'est vrai. En plus, je voulais en parler. Voilà. Moi, je pense que c'est une immense connerie. C'est pour ça. C'est pour D'accord. ça que je voulais en parler. Parce que je Eh pense oui. que si t'effaces la monnaie, la dette Ouais. reste. Et c'est pire. C'est-à-dire, la dette, ça devient une charge mentale. C'est-à-dire, j'ai fait ça pour un tel, et en échange, il m'a donné ça, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vraiment ça vaut ce que je viens de faire? Et comment ça, je vais l'échanger avec quelqu'un d'autre? Va falloir que je négocie la valeur de mon service ou de mon objet que j'ai troqué à machin avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est l'enfer. Parce que justement, l'argent, la monnaie, ça permet d'extérioriser la dette. C'est un truc un peu neutre, quoi. Tu vois, on sait tous, si on a confiance dans la monnaie, on sait tous ce que ça vaut. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête à négocier les objets de troc ou les services de troc, etc. Mais moi, je trouve que c'est vachement plus apaisé si tu fais ça, plutôt que d'avoir la charge mentale de se dire je dois, ou une incertitude sur les moyens d'échange, quoi, tu vois. pour essayer de répondre à Vampège, parce que j'ai moins la... Déjà, je suis pas d'accord avec ton prémisse qui dit que c'est moins charge mentale parce que la monnaie, on sait ce que ça vaut, puisqu'on vient d'établir le fait que non seulement sa valeur, elle peut changer, qu'en plus ça peut être drastiquement différent, qu'en plus ça peut plus rien valoir. On va même se rendre compte que quand t'as un livret A, bah, tu fais juste pas perdre de l'argent et t'en gagnes pas. Enfin, donc déjà, le fait que la valeur de l'argent, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas vrai. Et en plus, je pense que, pour répondre plus précisément à ce que tu dis, je pense que tu essayes d'appliquer une logique capitaliste à un monde pas capitaliste. Et pêche hoche Voilà. la tête. Parce que si tu commences à te C'est bien dire, qu'est-ce que je mérite, si moi je rends un service, combien on doit me rendre, c'est que t'as pas compris pourquoi il y a Voilà. plus d'argent. C'est Parce ça. que finalement, le fait qu'il y ait plus d'argent, c'est de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je peux offrir. Et il n'y a pas cette notion d'échange équivalent, puisque sinon on aurait de l'argent si on avait besoin d'un échange équivalent. Mais je veux dire, tu vas le retrouver à un moment. À un moment, à cause de la division du travail et tout, enfin... Bah, en fait, c'est ça l'idéal. Après, est-ce que je sais pas. Non, mais c'est en fait Poulpe l'a très bien dit. En fait, je suis complètement d'accord avec toi, Laurent.
si il y a cette histoire de dette là, alors moi aussi je veux de l'argent. Eh oui. Ce que je veux, c'est effectivement, c'est dans la société idéale telle que moi j'envisage quand je dis on n'a plus d'argent, c'est qu'on n'a plus cet échange qui doit être réciproque. C'est-à-dire que je donne ce que je peux, je prends J'ai besoin. ce dont j'ai besoin, mais il n'y a pas besoin d'avoir une relation en fait. Il n'y a pas de dette en fait. Mais la Nique la dette, dette. Y a pas de c'est dette. vieux comme le monde. Enfin, je veux dire, Que ça soit en monnaie ou en coquillage. justement, on a inventé l'argent, c'est pour l'échange. Enfin, je veux dire, Oui. on s'est rendu compte que Alors, c'est vachement oh. plus pratique. Tu Oh, vois. l'argument n'est pas bon du Oui. tout. Non, ça c'est un bait parce que c'est vieux comme le monde. Non, mais justement, le but c'est d'évoluer, passe date, c'est de changer, c'est d'accepter que ça a eu Moi, lieu. je pense et que maintenant, il que, je faut pense que passer la, dessus. la monnaie, c'est une innovation pour le coup. Une innovation à conserver. Oui, Ce qu'il faut, c'est Ah non. mais c'est la sortir du système capitaliste. C'est avoir une monnaie non capitaliste. C'est avoir une monnaie que tu Impossible. n'accumules pas, que tu spécules pas avec, Ah, mais- quoi, tu vois. Mais si, c'est possible, tu peux interdire la bourse, par exemple. Tu peux interdire les produits dérivés. non, mais Tu peux interdire des trucs, quoi. Non, mais on a des buts très différents. De ce dont toi tu parles, c'est ce qu'on peut agir maintenant pour modifier l'économie actuelle dans laquelle on est pour la rendre meilleure demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, ce que je te parle, c'est de modifier le système de pensée global pour enlever le capitalisme de notre tête à la base, quoi. Oui, mais moi Et, c'est là où je tout suis pas d'accord. C'est Star Trek que je veux, moi. C'est vrai qu'on associe la monnaie grave au capitalisme, mais je pense que c'est justement, moi, il faut modifier la pensée pour penser la monnaie comme n'étant pas capitaliste, parce que sinon, je pense que c'est une innovation à garder, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est une régression de retirer la monnaie et de se baser que sur du troc Non, mais ou du service rendu. quoi. Alors, en fait, c'est ça. Je veux pas du tout de troc, en fait. Je veux pas de troc. C'est ça le truc. Il n'y a pas de troc. Je travaille le nombre d'heures que je veux par jour et peu importe le nombre d'heures que j'investis dans la société, j'ai de quoi manger à ma faim et de quoi me loger. Peu importe. Et si je travaille une demi-heure par jour ou 10 heures, ça n'importe pas. Et- Si j'ai besoin d'un lit plus confortable, je l'ai. Si j'ai besoin d'un lit moins confortable, tu vois, il y a plus de tu perds la relation et en fait on met en commun tout. J'ai pas tout théorisé, j'en sais rien. C'est pas une théorie super construite. Mais c'est pas le. En fait, quand tu me dis retour au troc, c'est nul. Oui, mais le but c'est pas retour au troc. Le but c'est il y a plus d'échanges marchands. Il y a plus de marchandises. Il y a plus de marchandises. ouais, c'est ça. Et puis les besoins, ils sont définis aussi en communauté. C'est-à-dire qu'il y a un échange sur c'est quoi nos besoins. Et du coup, peut-être qu'il y a une réalité à avoir sur si c'est ça nos besoins, qu'est-ce qu'on fait pour les satisfaire. Et du coup, si personne veut les satisfaire, peut-être que c'est pas vraiment des besoins. Et du coup, t'équilibres comme ça. Vachement plus simple d'avoir de l'argent et d'avoir des produits à acheter. Hein. Moi, je trouve. Mais, Et cet oui, mais vachement argent-là- plus dangereux. Alors, Mais non, vachement pas plus dangereux, justement, parce que vachement Parce que plus sinon, t'auras de la corruptible. jalousie et de la convoitise. Tu penses qu'il y en aura qui auront reçu plus que toi, t'as pas reçu assez. Alors que si par alors mais exemple. c'est ça qu'il tout faut le pas monde- voir. En fait, Oui, mais faut pas abstraire ça des relations humaines. Je veux dire, même si tu abolis le capitalisme, ça reste. Oui, mais Laurent, c'est ça le c'est boulot. intéressant parce que toi, tu dis il suffit d'interdire l'accumulation du capital, d'interdire machin, tout ça. C'est-à-dire que. Mais le fait d'interdire, ça va pas empêcher les gens de le faire. Et Pej, il parle d'un monde tout liberté. Et j'ai l'impression que toi, pour faire ce que tu dis, il y a besoin d'un monde tout d'interdiction. C'est l'ultra-régulation, toi, dont tu parles. Non, mais c'est que penser qu'il n'y a pas des mauvaises pulsions chez les êtres humains. Même débarrassé du capitalisme, il restera des mauvaises pulsions, les gars. En fait, pas c'est ça. C'est pas que le capitalisme Mais- qui crée les mauvaises pulsions. Tu vois, le non. capitalisme exploite à mort les mauvaises pulsions. Mais il y en a de base, tu vois. Tout comme il y a des bonnes Mais est-ce que- pulsions d'ailleurs. Mais est-ce qu'elles seront pas tankées? Est-ce qu'elles seront pas absorbées par le système, ces mauvaises pulsions? Pourquoi est-ce qu'elles détruiraient le système plus que... En fait, c'est ça. Le pari, déjà, c'est d'avoir un mode de pensée où on pense au collectif. En fait, il faut penser en même temps à son individuel et au collectif, aux besoins collectifs et individuels ensemble. C'est-à-dire que si tu penses que au collectif et que tu oublies toi, tes besoins individuels, bah, soit tu deviens fou, soit tu dépéris, soit tu fais ce qui ne marche pas. Mais si tu penses pas aux besoins du collectif, le collectif marche pas. Donc il faut que les deux fonctionnent ensemble. Et pour moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont pas, comment dire, antisociaux en fait. D'accord. Par exemple, tout garder pour soi. D'accord. C'est-à-dire c'est-à-dire que si tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais qu'il y a une personne qui dit ah bah si tout le monde peut faire ce qu'il veut, ben moi je prends tout le stock de pommes, puis niquez-vous, ça marche pas. Pareil. Effectivement, en fait, ça demande une discipline morale
de la part de toute la société, en se disant qu'il y a des fois où ça va pas marcher, mais s'il y a des fois où ça va pas marcher, effectivement, comme disait Poulpe, ça va pas dégager le système, et il y a des moyens de gérer ça socialement, c'est-à-dire, ah bah attends, on fait une réunion de crise, on pense qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, sans forcément introduire des rapports marchands entre les gens. En fait, tu veux enlever les rapports marchands, d'accord? Et du coup, plus besoin de monnaie, mais c'est qu'en fait, je vais enlever plus que la monnaie, je vais enlever les rapports marchands entre les gens. Moi, je pense que c'est pas possible. En plus, comment tu fais avec la division du travail? C'est-à-dire, tu n'auras pas tout disponible sur place. Mais de toute façon, ça si tu détruis Donc, le c'est pas capitalisme, possible. ça sera jamais possible. Même dans la société où il reste de l'argent, mais que tu l'as décorrélé au capitalisme, t'as pas tout accès tout le temps. Non, mais à un moment donné, dans l'histoire, une société sans roi, c'était impossible. Ouais, non. Non, mais la division du travail, c'est un truc bien plus profond et dont il est très difficile de revenir, tu vois. Les produits sont pas produits aux mêmes endroits, etc. Les gens sont Non, mais c'est compliqué. Les gens sont C'est très compliqué. spécialisés, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, bien sûr. Non, mais je dis pas que c'est facile. C'est très récent, la le fait vision, que elle est- les gens soient spécialisés. Ce que je veux dire, c'est que, ok, toi, t'as une vision hyper lointaine et tout, mais moi, c'est genre, qu'est-ce qu'on fait concrètement si on veut ça. aller C'est ça. vers plus d'égalité? Et moi, je pense que, je trouve que c'est plus simple, genre, d'interdire l'accumulation de fric et que tout le monde ait à peu près le même fric. Impossible. Mais Oui. comment t'interdis l'accumulation Mais de bien fric? sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais Laurent, on est d'accord. Et on est sur des trucs différents, sur des échelles différentes. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis aussi. Je trouve que ça serait intéressant de parler d'économie et de comprendre comment ça marche et de comprendre à quel point on peut avoir des leviers pour que demain on change les choses et pas dans un futur dans 400 ans. Mais quand je te parle de mon utopie, je te parle de mon utopie, de la vraie utopie. Pas de l'utopie parce que aujourd'hui, Pas l'utopie réaliste. Non, l'utopie, la vraie. Je veux le communisme. Je veux l'anarchie. Je veux la société libre. Et c'est ça qui drive. Et dans cette société-là, pour moi, on a battu nos pulsions dont tu parles négatives, où on peut en fait agir enfin tous ensemble en société dans... tu vois, c'est un peu la prairie, là. Mais c'est ça le communisme. C'est qu'on a battu notre individualisme et on est tous contents de participer à la société qui bénéficie à tout le monde et on a aboli les relations marchandes. Mais c'est pas un truc qui arrive ni demain, machin, mais moi je trouve que c'est intéressant de penser à ça pour avoir ça comme vision, s'il n'empêche pas de dire que demain, je préfère avoir une politique économique qui amortit les crises intrinsèques au capitalisme pour qu'il y ait moins de gens qui soient à la rue. Attention. Mais quand tu me parles de mon utopie, moi je te parle de mon utopie. Pas l'utopie, mais à 10 ans, parce qu'on est dans un système capitalisme, on peut pas tout changer parce que les gens pensent comme ça. Ouais, non, justement, l'utopie, c'est le moment où il faut rêver, quoi. Et c'est là où je te dis qu'il n'y a pas d'argent. Pas demain. Oui, mais moi je trouve que ton utopie est fragilisée parce qu'elle prend pas en compte les mauvaises pulsions qui seront toujours là. Et Poulpe disait, toi tu veux interdire. Et moi je pense que dans l'utopie, c'est pas juste la liberté, tu fais ce que tu veux, c'est genre, il y a plein de trucs qui sont interdits. Vraiment. Parce que justement, il faut pas que la minorité... Je suis d'accord qu'on peut changer les pulsions des gens et tout, et que les gens peuvent être motivés par le collectif, etc. Mais il y en aura toujours qui vont faire chier, et du coup, il faut les pulsions accumulatrices et tout, il faut qu'il y ait des interdictions bien réfléchies, quoi. Pour moi, c'est le même truc, c'est-à-dire que... Du coup, faut un État. Pas forcément. Puisque Pej, lui, il dit qu'il n'y a plus besoin d'interdire parce que les gens ont ce niveau de conscience supérieur mais ça, c'est connecté à la communauté. Toi, tu dis, oui, mais le fait d'interdire, ça marche très mal sur le principe dans une société. Interdire, ça n'a jamais empêché de faire. En fait, moi, je suis aussi pour plein de règles. Alors, moi, je pense que c'est, comme que tu le dis, je pense que du coup, pas de règles du tout. Aucune... alors, t'appelles ça des règles, t'appelles ça des lois, t'appelles ça comme ce que tu veux. Mais ça peut partir justement cette espèce de ce que les ANCAP ils aiment bien, quoi. C'est-à-dire qu'après ça devient la loi du plus fort. Donc je suis d'accord, en fait il faut mettre des garde-fous, d'accord, pour empêcher. Alors, voilà, c'est un truc anarchiste, c'est-à-dire que j'ai pas envie que les personnes aient le pouvoir. Du coup je mets des garde-fous pour empêcher que les personnes aient le pouvoir. Donc par exemple, le maître de cérémonie il tourne pour pas que ça soit toujours le même, pour pas qu'il garde le pouvoir. Ça c'est des garde-fous. C'est des règles qui permettent que personne ne s'accapare tout le pouvoir. Ah mais moi je suis à fond là-dedans, moi je veux plein de règles. Je suis pas du tout un anarchiste qui veut pas de règles. Mais je veux y participer, c'est-à-dire que je veux que personne me donne les règles. C'est moi, dans mon collectif,
qui décide les règles qui s'appliquent à moi et à tous les autres membres du collectif de la même façon. À la place d'avoir un État qui décide pour moi. Et c'est pas le sujet de l'épisode non plus. Et c'est pas. Il y a plein de trous là-dedans. Hein. C'est pas une théorie super faite et tout. C'est vrai que je trouve, enfin moi je raisonne plus avec ce que dit Pêche parce qu'il y a un vrai côté de révolution, enfin de révolutionnaire, de vrai changement. Toi Laurent, j'ai l'impression que tu voudrais réformer le capitalisme, ou la monnaie. Non, tu veux réformer la monnaie pour en enlever le capitalisme. Pour moi, c'est révolutionnaire. Hein. Je veux dire, moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de banque privée, quoi. Je voudrais que l'économie soit socialisée, quoi. Tu vois. Oui, mais ça, je voudrais qu'il y ait regarde les mêmes je voudrais qu'il y ait un pôle de... public du crédit qui donne les salaires, tu vois. Et que les salaires soient de... Enfin, vous savez de qui je parle. Soit de 1 à 3 en niveau, quoi. Tu vois, c'est ça. De 1 à 3 Oh, l'enfer. Bernard Friot. Bernard Friot. C'est 1 à 3 Putain, c'est très peu, quand même, comme... Alors, je vais dire un truc qui vient de Marx, qui a observé que, en fait, dès lors où on a une monnaie qui remplit les critères dont on a dit au début, c'est-à-dire instrument d'échange, unité de mesure et réserve de valeur, ça devient possible et intelligent d'accumuler. C'est ce que Marx dit en fait. L'accumulation du capital. C'est-à-dire que tant qu'on s'échange des bananes et des moutons, il n'y a aucun intérêt à avoir 200 000 moutons, qu'est-ce que tu vas en faire ? Ils vont mourir, et tu vas pas t'en occuper, ils vont mourir. Mais l'argent, en fait, un comportement, donc l'accumulation, qui dans une société avant la monnaie est un comportement asocial, parce qu'en fait c'est débile ce que tu fais, non seulement tu coûtes au groupe, mais en plus ça sert à rien, devient un comportement très intelligent qui te permet d'avoir le pouvoir sur les autres. Un instrument de pouvoir. Parce que c'est un instrument de pouvoir, parce que du coup l'argent, comme l'argent est un instrument d'échange universel, te permet d'avoir tout, même des trucs immatériels, selon Marx même, qui prend l'exemple de si je suis, alors c'est daté, hein, mais il dit si je suis laid, mais que j'ai de l'argent, comme tout est commodité, je peux acheter, entre guillemets, une belle femme, et du coup je suis beau. Non mais tu vois, c'est l'idée qu'en fait tu peux tout acheter. Il y a un autre exemple. Prenons un autre exemple. Si je suis bête, mais j'ai plein d'argent, je paye des gens qui sont intelligents, mais du coup je suis leur chef. Le chef des gens intelligents est forcément plus intelligent. Donc, l'argent me donne le pouvoir d'être intelligent. C'est-à-dire que tu peux tellement... C'est plus juste les moutons et tout ça. C'est-à-dire que tu peux acheter le fait d'être intelligent, d'être beau, etc. Ça te donne tout le pouvoir. Mais tout ça n'est possible que s'il y a de la monnaie. Si tu n'as pas de monnaie, c'est impossible d'accumuler. Moi, je pense que tu t'interdis la propriété privée et ça sert à rien d'accumuler de l'argent. Mais les gens vont se révolter. Mais qu'est-ce que tu dis que les gens vont se révolter ? Mais non, mais je veux dire, on parle de société idéale là, tu vois ? Oui, mais dans ce cas... Mais pourquoi t'as besoin de l'interdire ? Tu critiques pas Pêche quand il fait ses plans sur la comète et tu me dis les gens vont se révolter. C'est vrai. Mais parce que pour moi, parce que Pêche, il construit une société de la base et toi tu la chapeautes, c'est coercitif. Ce que tu dis, c'est peut-être pas le bon terme, c'est comment on dit, c'est que c'est... Toi, les gens veulent faire un truc. C'est top-down. Oui, et toi, c'est du totalitarisme total. Ouais. Mais ça peut pas être une utopie. C'est pas ça une utopie. Ça se passe... Oui, mais moi, ça se passe au niveau d'État. Oui, ça se passe à une échelle réaliste qui fonctionne. Tu veux pas sauver la société, tu veux la réparer à grands coups de... Non. Bah non, parce que... Tu peux pas socialiser l'économie sans l'aval de la population. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Oui. Mais donc, t'as pas besoin d'interdire pour moi. Tu vois, c'est ça que je comprends pas dans Non, mais si, parce que tu interdis la propriété lucrative. Donc, par exemple, tu interdis les gens d'acheter un logement pour pouvoir le louer. T'as le droit qu'avoir que ton logement pour... Tu as le droit à la propriété d'usage. C'est-à-dire, tu as le droit d'acheter des biens, mais pour les utiliser toi. Et t'as pas le droit d'acheter des biens pour faire de l'argent avec. Pour faire payer d'autres gens avec ça. Et là, du coup, le capitalisme. Quel est l'intérêt de l'accumulation dans ces cas-là, quoi, tu vois ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir les héritages, va y avoir la transmission. C'est pareil. Bah, tu tues l'héritage. Tu tues l'héritage, il n'y a plus d'héritage. Tu tues l'héritage, tu n'as pas le droit, tu n'hérites jamais. Oh. Même si t'as plein de pognon, le plus gros truc que tu pourras acheter, c'est une grosse... Enfin, même pas une grosse... Enfin, une maison ou une voiture, tu vois, c'est peut-être ça. Tu pourras pas faire plus, tu vois. Mm. Tu vas pas acheter une usine,
Tu vois, tu vas pas acheter des titres d'action, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression que tu tues pas l'envie quand même. Tu détruis l'objectif et encore la pulsion initiale, quoi. Et du coup, Oui, mais tu feras quoi avec ta pulsion? Je sais pas. une révolution. Ouais, à l'inverse, quoi, une contre-révolution, quoi. Une contre-révolution. Bah, c'est ce que. Oui, c'est le. Bah, c'est un risque, mais de toute façon, il y a toujours le risque que ça revienne comme avant. Enfin, je veux dire, je pense que t'auras des dissidents dans le système de pêche, quoi. T'auras des gens. Ça les ferait chier de faire des réunions pour un oui, pour un non, Non, les culs. tu vois. Voilà, et eux, ils vont se faire exclure, tu vois. C'est ça. Eux, ils vont, Et- ils vont sortir de c'est un la problème, communauté. d'ailleurs. Non, mais ouais. Non, mais, Non, c'est mais un oui, non, mais problème. tu m'as convaincu. Les deux propositions sont nulles. Tu m'as Non, c'est convaincu, pas que Laurent. c'est nul. C'est pas que Je c'est nul. pense c'est que qu'on vit dans le moins pire des mondes. C'est qu'aucun système n'est parfait. Faut pas chercher la perfection. Oui, voilà. Mais empêcher la propriété privée, ça pourrait effectivement bien tuer le capitalisme, et ça fait partie de ces trucs-là où... Mais après, c'est compliqué, mais je trouve que c'est bien que... Du coup, je me dis que c'est cool qu'aujourd'hui, on ait parlé un peu d'économie, parce que justement, quand on parle de ces grandes idées utopiques, par exemple, on arrête la propriété privée, repasse-moi une 8-6, bref. C'est tellement cliché. Mais en fait, j'aime bien. Sauf que du coup, j'ai l'impression que je sais pas vraiment de quoi je parle des fois. Ça ressemble à quoi d'abolir la propriété privée? Ça ressemble à quoi de changer le modèle économique? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, il y a aussi... L'économie n'est pas apparue pour rien. Il y a quand même des trucs qui ont du sens. Comme tu disais, Laurent, le fait qu'il y ait des échanges, le fait qu'on ait créé une monnaie pour avoir des échanges, le fait qu'emprunter de l'argent, ça te permet de faire des projets. C'est pas débile, tu vois. Ouais. C'est Oui, juste bien sûr. que là, on est dans des effets de bord pas possibles. En fait, c'est un monstre qui s'est construit tout seul, qui aujourd'hui est clairement plus gérable. Mais je pense que quand les gens disent, ouais, non, mais si t'arrêtes la monnaie, si t'arrêtes d'emprunter, les choses vont mal se passer, ils ont peut-être pas tort, tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas comment. Et j'aimerais bien savoir leur prouver que non, qu'il y a un moyen de faire autrement. Ça m'a fait penser à ce que tu étais en train de dire. J'ai l'impression que c'est ce qui différencie ton utopie de celle de Laurent. J'avais vu une citation de Marx, mais j'ai l'impression de la citer tout le temps en ce moment. Citation qui clôt les thèses de Feuerbach en 1845 et qui dit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de le transformer. Oui, c'est connu ça. » Elle est connue celle-là? Oui, bah c'est une philosophie de l'action, quoi. Laurent, est-ce que je te laisse le mot de la fin, Laurent, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête là. Ok, bah je pense qu'on a bien parlé. J'espère qu'on a été compréhensible parce que c'est vraiment pas facile et je pense que c'est sciemment que c'est complexe, l'économie. Mais voilà, moi j'espère qu'on a bien défriché le sujet. Je sais pas si vous avez appris des trucs. Moi j'ai appris des trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs en faisant la préparation et pendant la discussion. Ouais, j'ai l'impression d'avoir connecté aussi certaines choses. Comme on disait, il y a quand même beaucoup de mots de vocabulaire communs et courants qu'on entend en plus beaucoup en ce moment parce qu'on est un peu dans une période de crise continue depuis des années. Et ça permet parfois de mettre un peu une tangibilité derrière ces termes qui sont supposés connus de tous, mais que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent qui les connaissent pas. Donc non, c'était bien. Bonne idée, même si putain, ça te donnait pas envie ce sujet. Hein. C'est qui le prochain à faire un sujet? Bah c'est Pej. Il a une idée? À vous les studios? Non, mais t'as une idée? Pas du tout. Voilà. Eh ben on Ok, se retrouve vas-y. la prochaine fois La prochaine avec fois. l'idée de pêche. Avec l'idée de pêche. Allez, salut! Salut, salut. Allez, bonne soirée.